nous voilà de retour au studio. Ça fait plaisir. Mais c'est encore plus grand que dans mes souvenirs. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Et ta voix, elle est encore plus chaude que dans mes souvenirs. Et ta peau, elle est encore plus douce que dans mes souvenirs. On y va ? Oui, Ouais, oui. Bouillard. Bouilla Aveuglette. à tous et bienvenue dans ce 146e épisode de Comics Podcast, votre podcast à la demande. Ben non, du coup, ça se dit pas podcast à la demande. Consacré aux comics et à leurs univers. On est de retour, mais pas seulement dans vos oreilles, également au studio. Pour partager tous ensemble notre bonne humeur, notre chaleur, la douceur de notre peau, mais également nos coups de cœur, nos analyses D'urine. scientifiques. Pourquoi pas voilà, au moins, on est. Voilà. Non, parce que moi je croyais que c'était ta bière en fait. Ah, Et du coup je t'en ai piqué un petit peu. Ah, bah nickel, c'est un Non. peu. Bon, ça devient dégueulasse. Très bien. Alors, on enregistre. Ben, tu vois, j'ai pas édité le texte de la dernière fois, donc je vais pas dire qu'on enregistre à distance. Dans Par le vaisseau. contre, je peux dire qu'on est toujours dans le vaisseau Hypersensas. Alors là, physiquement, on est vraiment à l'intérieur du vaisseau, mais également sur le Discord quand même, parce que par la magie de l'Internet et tout ça, on est capable d'envoyer l'émission via les ondes Dans l'espace, HTTP puis elle redescend. directement. Oui, ça peut passer effectivement par l'espace. Effectivement. J'ai envie de tout de suite révéler qui est autour de cette table. Alors en premier lieu, on a Lulu. Bonsoir. Comment ça va Lulu ? Bah écoute, je suis très émue. C'est mon premier retour à Paris depuis le mois de février. Et je suis très très contente de vous retrouver, de vous voir, de pouvoir avoir un contact visuel pendant qu'on se parle. Ouais. Et c'est chouette. Je pense que ça va aider quand même à la fluidité de l'émission. Absolument. Parce qu'on peut se regarder, se faire les yeux méchants, tout ça. Par exemple, là, je fais à Ben comme ça, tu vois. Ouais. Je me dis qu'il a envie de faire caca. Lulu, Oui. est-ce que tu lis des trucs en ce moment ? Oui, je lis pas mal de trucs. J'ai notamment lu un peu Coffin Bound que tu avais présenté, je sais plus quand, au début de l'année, ou que tu avais présenté comme un comics assez littéraire, assez exigeant, C'est vrai. et qui, ma foi, me semble très intéressant. Donc je vais continuer. J'ai lu aussi The Few de Sean Lewis. Et C'était quoi ça déjà ? c'est un comics post-apo où Bah, voyons. une jeune femme qui fait partie de l'armée déserte sauve un bébé et doit échapper un petit peu aux méchants qui essayent de la tuer. Très bien. Et c'est le premier comic, je crois, de Sean Lewis dont on a lu Coyote récemment. Ah yes, ok. Ouais. Voilà. Et j'ai aussi acheté White Knight à 4,90 de chez Urban. Allez, On ne se refuse rien. fait des emplettes. Et en quelques mots, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais vous parler d'une femme des merveilles post-apo, justement, encore. Encore. Mm. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? On se demande, hein, franchement. Hein. On a également Benjamin. Je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi. C'est Comment moi. tu vas ? Écoutez, très bien, très chaud. Je déteste l'été, voilà, je tenais à le dire. On est dedans, là, c'est la pire période de la vie. Ça revient tous les ans, quand même. Ouais, mais je C'est- veux l'hiver, je veux avoir froid, je veux être sous la couette. Et donc là, c'est trop chaud. Mais sinon, ça va très bien. Tu lis des trucs toi, en ce moment ? J'ai reçu le hardbook de Elsa Chartier. C'est bon, ça va là, ça Ouais, vous va c'est bien, On est toutes bon les bonnes allusions. Ouais, parfait. Que j'avais commandé et que j'ai enfin reçu, donc c'est devenu ma petite bible de chevet. Et j'ai aussi continué Strange Adventures de notre bien, bon ami ouais. Tom King et Mitch Gerads, qui donc le 2 est sorti. Alors que le 1 était sorti pré-confinement, donc c'était très long d'attendre, mais j'ai continué ça, c'est super. Et je suis aussi sur Thor, la nouvelle série là depuis quelques temps. Pareil, il y avait une grosse pause et j'ai repris. Voilà, que des gens, que des blonds. Et tu nous parles de quoi, toi ? Je vous parle également d'une femme qui est potentiellement la flic la plus tous les superlatifs que vous voulez de la galaxie, la plus géniale, la plus stylée, la plus dure à cuire, la plus attachante, la plus vénère, la plus cool, la plus intelligente. Enfin voilà, je suis amoureux de cette femme. Eh ben putain. Très bien. Et on a également une troisième personne qui n'est pas moi. Non. Et voilà. Donc une quatrième personne.
Ouais, mais troisième personne sur la table qui n'est pas moi. D'accord. Tu vois, ça marche à peu près, quoi. En la personne invitée d'honneur de Mathilde. Je veux pas mal prononcer ton nom de famille, en fait. Tamae Bouon. Ah bah finalement, Tout simple. c'était facile. C'était impressionnant comme ça, mais ça va. C'est comme... Petit Jean. Non, j'allais dire le Paris-Brest. Enfin, tu sais, genre un gâteau qui paraît compliqué, mais en fait, ça va. Ouais, je dis ça, mais en vrai, c'est compliqué. La forêt noire. Mathilde, si on t'accueille ce soir, c'est parce qu'en ta qualité de traductrice, adaptatrice, qu'est-ce qu'on dit l'un ou l'autre Alors moi, je suis traductrice, mais... Ok, de traductrice. En l'occurrence, parce qu'on a lu un roman graphique traduit par tes soins. Et il s'avère qu'en fait, Lulu te connaissait. Elle a dit « Hey, mais on n'a qu'à lui parler directement de cette histoire. » Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir, si ça te va. Est-ce que toi, tu lis Avec des plaisir. trucs en ce moment ? Oui, alors moi récemment, je me suis replongée dans... Ça commence à dater un petit peu, dans Spera de Josh Turney, qui est un scénariste canadien. Ok. Et c'est une série qui a la particularité de changer de dessinateur, d'artiste à chaque numéro. Ah. Donc il y a un côté un peu anthologie et surprise, et qui peut être déstabilisant au début, mais d'un autre côté c'est hyper stimulant la lecture. Et c'est l'histoire de deux jeunes princesses dont les parents sont en guerre. Enfin, la mère de l'une a tué le père de l'autre. Et donc les deux gamines, tragédie grecque, ça. ouais, très tragédie grecque, et les deux gamines s'enfuient avec, sous la houlette d'un homme un peu mystérieux qui est en même temps une créature magique, et elles vont vivre plein d'aventures, et c'est en plein, en fait, dans moi ce que j'aime, c'est-à-dire les princesses qui se sauvent elles-mêmes et qui ont des aventures, et avec des représentations très différentes de la féminité. Il y en a une qui est très garçon manqué, et l'autre qui est vraiment la petite princesse traditionnelle, quoi. Et avec des dessins donc qui changent beaucoup, et il y a un côté très atemporel et en même temps assez moderne dans le propos. Enfin, voilà. Et moi, ça m'a, quand j'étais tombée dessus par hasard sur Comixology, ça m'avait rappelé vraiment les bouquins que je lisais gamine, les contes et tout. Enfin, voilà, Ça a l'air cool. Ouais, ça fait envie, c'est hein. très cool. Voilà. Et à côté de ça, je lis aussi un manga de Akiko Higashimura qui s'appelle Le Tigre des Neiges et qui est très très beau. L'autrice s'est intéressée en fait à une théorie historique sur un des seigneurs de guerre de l'époque Sengoku au Japon, qui était donc une époque où on avait plusieurs États en guerre. Et il y a une théorie selon laquelle un de ces grands seigneurs était en fait une femme. Ah, trop bien. Et donc elle s'est intéressée à ça, et elle a imaginé son histoire depuis l'enfance jusqu'à son ascension en tant que Voici seigneur son de guerre. histoire. Tout Voilà. Ouais. Et c'est un manga qui est donc publié chez Le Lézard Noir et traduit magnifiquement par Miyako Slocum, qui est une traductrice hyper brillante du japonais et qui a fait un travail incroyable. On va pouvoir parler ce soir de qu'est-ce que c'est qu'un bon traducteur. Parce que le mauvais traducteur, bon, il voit un mot, il le traduit, mais... Enfin bon, bref. On en parle tout à l'heure. Donc ce soir, tu n'as pas apporté un comics, mais par contre, tu as lu les nôtres Ouais. un petit peu. Et ça, c'est trop cool. Comme ça, tu pourras nous donner ton avis. Mon avis éclairé. Exactement. Est-ce que c'est un moment où je dis quelque chose ? Ah bah oui, donc côté Focus, on s'entretiendra avec Mathilde pour tout savoir de son métier et tout ça. Et pour conclure, en hors les bulles, on parlera du documentaire The Heart of Batman qui a été diffusé sur la chaîne YouTube de Warner Bros. Il y a quelques jours, il y a 10 jours, gratuitement, qui est toujours disponible. Et on vous dira si ça vaut le coup d'y passer 1h30. Je crois que c'est tout à peu près pour la petite intro. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Absolument. Bon, ça tombe bien. Comics Podcast 146, c'est y part. Son retour audio, c'est... Ils n'ont Ouais, pas le casque, alors ils sont un peu perdus. Ils le font un peu nul quand même. Pas de blip bloup. Alors, on va commencer comme d'habitude par les reviews. Les reviews. Qu'est-ce Pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, sachez que les reviews, c'est une sorte de... Comment dire, de débat Le florilège. profond, de florilège, d'avis sur des comics que l'on choisit lorsqu'ils sont encore tout jeunes, tout bébés. Ils ont parfois quelques chapitres sortis. On prend les 3 premiers, on les lit et on vous dit si ça vaut le coup ou pas. Premier comics ce soir, allez, je dis que c'est Lulu qui va donc nous présenter Wonder Woman Dead Earth.
Oui, donc Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson au dessin et au scénario et Mike Spicer aux couleurs. Donc un nouveau produit DC Black Label qui nous avait offert le Joker Killer Smile justement de Chef Lemire, le Dark Knight de Golden Child que Sam avait présenté. Non, bon bref, l'émission il aurait dû être là, il n'était pas là. Batman White Knight, etc. Donc l'imprint un peu plus adulte, un peu plus Premium. Un peu plus premium. Ouais, c'est un peu limite de luxe quoi. Enfin, tu vois, en termes de qualité. De DC. Donc je saute à pieds joints directement dans l'histoire que je vous présente. Donc Wonder Woman Dead Earth, comme son titre le suggère, nous plonge dans un univers post-apocalyptique, bien longtemps après une catastrophe qui a réduit la surface de la planète Terre à un wasteland, comme on dirait en anglais, une terre gaste en ancien français. Wow. Oui, attends, je vais vous emmener dans des contrées que vous n'imaginiez pas. Est-ce qu'on pourrait traduire ça par terre brûlée au Non. vent? Non, pardon. Putain, c'était beau. Bisous Radio Michel. Tu pourras j'étais pas préparé. inclure une porte qui se claque avec colère, s'il te plaît. Non mais ça sort d'où cette blague? Ok. Donc un désert inhospitalier où les descendants des survivants, donc des années après la catastrophe, en sont encore justement à survivre et à trouver tant bien que mal de la nourriture. Une communauté s'est organisée, a érigé une sorte de forteresse et vit sous la coupe d'un despote qui prétend les protéger. Nous découvrons ce monde avec un groupe de chasseurs-cueilleurs, on pourrait dire, des scavengers, qui se fait attaquer par un monstre apparemment monnaie courante dans cet univers post-apocalyptique qu'ils appellent Haedra, H-A-E-D-R-A. Et en voulant y échapper, ils se réfugient dans une grotte souterraine, un peu comme le terrier du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, où se trouvent d'étranges choses, notamment un pénis géant, une pièce, un gros pénis. T'as spoilé un peu. Bah ouais, mais c'est rapide, c'est assez ça rapide. va. Il y avait une super blague. Donc, C'est vrai, c'était obligé. Une voiture trop stylée et une sorte de tube de décompression, je sais pas trop comment expliquer. Un T-Rex aussi tant qu'on y est. Hein? Un T-Rex aussi tant qu'on y est. On le voit? Ah oui. On le voit? Bon, Oh bah oui. Et oui, donc un caisson, voilà, c'est le mot que je cherchais. De cryogénisation, c'est pas exactement quelle est de maintien. De maintien. Ouais, voilà. Sur une longue durée. Voilà. Absolument. Le monstre a suivi notre petit groupe de survivants et le combat est déséquilibré. Il semble qu'ils vont y passer, que leur heure est venue. Mais c'était sans compter sur la femme à la force surhumaine qui émerge du caisson et met le monstre en pièces. Littéralement, elle le déchire en deux. Et c'est Diana, bien sûr, notre Wonder Woman. Elle est bien loin de Themyscira. Je l'ai jamais dit. Themyscira. D'accord. Ah oui, moi j'ai fait grec LV1, donc pas du tout. Ouais, je crois que c'est ça, Themyscira. L'île mythique des Amazones, puisque vous l'aurez peut-être compris, Diana et le groupe d'humains sont ni plus ni moins dans la Batcave. Et bon, je spoil, mais c'est assez... voilà. Ça arrive très vite dans le comics, dans l'issue 1. Donc, voilà. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, ses pouvoirs semblent amenuisés, elle n'a plus ses manchettes ni son lasso. Et les humains dont elle a sauvé la vie n'en savent pas davantage. Ils évoquent la possibilité d'une catastrophe nucléaire il y a bien longtemps. Ce que Diana n'a pas perdu, en revanche, c'est la mission qu'elle a chevillée au corps de protéger la planète et ses habitants. Donc Daniel Warren Johnson reprend l'essence du personnage de Wonder Woman, mais propose une version relativement originale. Je parle dans le micro, c'est mieux. Elle est très humanisée.
Notamment d'un point de vue physique, puisque donc elle a perdu en partie sa force surhumaine, elle est moins forte. Mais aussi dans son apparence physique, puisque elle a les cheveux bouclés un petit peu en bataille. Donc je m'associe, je m'identifie à elle, n'est-ce pas, oui, Ben? J'adore les cheveux bouclés, je suis là. Elle n'est pas du tout brushingée, elle se réveille pas de son sommeil de plus de 100 ans, toute pimpante, toute maquillée. Ouais, plein de balafres et tout. Elle est assez rugueuse dans ses traits. Et elle a un nouveau costume qui est constitué un petit peu de ce qu'elle trouve dans la Batcave. Alors, je sais pas, je vous laisserai peut-être le choix de parler davantage de ce qu'on voit dans cette Batcave, parce que moi, il y a une image qui m'a frappée et qui est, ah oui, je pense que une des images les plus fortes que j'ai vues dans les comics. Dans un canapé, par exemple? Ouais. Ouais, il y a une deuxième dans l'issue 3 qui est pas mal. Ouais. Ouais. Mais là, c'est tout de suite d'emblée. Bien sûr. C'est donc. Mais voilà. c'est marrant la scène où elle récupère, où elle loot son armure dans une salle, la salle d'armure ou la salle de dîner de Bruce Wayne. Ouais. Et en fait, tout est gris, mais par contre, le truc qu'elle doit récupérer, il est bien en couleur. On dirait un peu comme dans les jeux vidéo quand il y a un petit truc. C'était un peu marrant. Ouais, c'est cool. Et donc, elle a un peu un costume fait de briques et de broc avec des fourrures, un vieux costume qu'elle retrouve. Pardon, juste, est-ce que Venom a un costume de briques et de broc? De briques et de bien sûr, broc. si. Oui. Si, alors oui. Non, mais c'était pour savoir. Si. Et donc, je peux dire ou pas? Parce que c'est l'objet qu'elle loot. Ah oui. Oui. Ah, je c'était dis. ça ton truc, waouh. Non, c'était. C'est lié. Mais donc, elle loot la ceinture multi-tools, là, la utility belt de. Ceinture multi-tools, 9,99€ chez Lidl. De Batman. Donc voilà, donc une Wonder Woman un peu recomposée, un peu voilà. Mais pas que. Mais pas que. As-tu vu qu'elle a également une cape à un moment? Oui. Ah voilà, c'est tout. Voilà. On se dirait une pas cape la couleur rouge de la cape. aussi. Oh non. Oui. Non mais ça fait effectivement, au-delà du gadget et du clin d'œil, il y a une symbolique qui est assez forte quand même, c'est assez stylé. Voilà. Et donc, outre le plaisir de retrouver un personnage qu'on connaît bien et le style graphique que j'apprécie énormément de Daniel Warren Johnson, ce que j'aime dans cette réécriture de Wonder Woman, c'est l'émotion qui se dégage de l'histoire dès la première issue. C'est littéralement eu des frissons. Ouais. Et assez tôt, dès la première issue, je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort dans l'émotion. J'arrive pas bien à identifier à quoi ça tient, mais elle est extrêmement touchante. Et tout en reprenant un peu les poncifs de Wonder Woman, la sauveuse, la femme surhumaine. Mais il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui est très très fort dans l'écriture de Wonder Woman Dead Earth. Et je vais peut-être m'arrêter là. Il y aura des points sur lesquels j'aimerais revenir et je vais chausser mes besicles de littéraire. Nouveau besicle. C'est-à-dire des lunettes. Des lunettes. D'accord. Très bien. Voilà. Benjamin. J'attendais parce que je peux pas parler si tu me donnes pas la parole. C'est toi le. Ah oui, grâce au sort que je t'ai jeté. Eh bien moi j'en ai ras le cul du post-apo. Ouais. Non mais vraiment, en fait je pense que je deviens légèrement de temps en temps un vieux con sur certains trucs. J'en ai un peu marre du post-apo, j'en ai un peu marre des trucs qui se passent dans l'espace, alors que je vais en parler juste après. Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression, avec ce qu'on lit pour l'émission et ce que je lis par plaisir et tout ça, que même si je prends un kiff intersidéral à lire des trucs, quand je commence, des fois, je me dis, putain, vous pourriez pas choisir juste une atmosphère ou un thème, pas forcément très original, mais moins vu et revu, tu vois. Genre, je sais pas, tu viens de finir Walking Dead et t'enchaînes sur ça. C'est 2 comics de très bonne qualité, mais c'est juste. Laissez-moi un peu. Mais on peut revenir à ce qui se faisait dans les années 30-40, tu vois. Vraiment, affrontement cow-boy indien. Voilà. QAC. Eh ben voilà. Enquête noire. Ninja. Western. Non mais bon, disons que le post-apo, en plus je suis un peu salaud parce que ça peut être traité de 1000 façons différentes. Mais tu vois, tout à l'heure tu parlais de Coffin Bound qui est un super comics. Et encore du post-apo. Bref,
au-delà de ça, j'avais juste envie de pousser ma petite gueulante, qui n'a rien à voir, parce que j'ai adoré ce comics et que c'est une merveille. Malgré ça, du coup, malgré le fait que j'en ai marre, j'ai trouvé... Et en fait, je vais vraiment supporter ce que dit... Supporter, backer, soutenir ce que dit Lucie. Appuyer. Il y a un truc qui se dégage de ce comics qui est... moi, je dirais que c'est un peu de la mélancolie. Ah bah oui, c'est un monde qui a disparu. C'est triste. Ouais, mais alors oui, pour le monde passé, en plus tu vois ce qui s'est passé, tu dis les gens sont cons et comme ça renvoie sur l'actualité avec ce qu'on fait de la planète, etc. Donc ça c'est cool. Mais cette Wonder Woman, je suis pas spécialement très proche du personnage, je la connais dans différentes versions, etc. Mais je trouve que là effectivement il a fait sa propre version. Elle n'est pas du tout sexualisée, mais elle est quand même. Enfin, comment on expliquer ça ? Elle n'est pas sexualisée, mais elle a tous les attributs d'une femme. Elle n'est pas insipide. Enfin, tu vois, c'est pas juste. Voilà. Elle a le charme de l'empathie. Enfin, tu vois, c'est. Alors que, j'allais dire, elle a ce côté mère. Elle est belle. Ouais. Et elle a ce côté mère qui protège, alors que. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est très jeune. Enfin, je suis pas sûr, mais on a l'impression qu'elle est limite ado. En plus, on la voit plus petite dans les flashbacks. Donc en fait, il y a plein de trucs paradoxaux comme ça, qui font que voilà, moi je me suis attaché directement. Même les personnages secondaires. Encore une fois, j'en ai marre du post-apo, donc que tout le monde crève, mode Game of Thrones, ça me va. Et là, pourtant, c'est des petits gars que j'ai vus entre 2-3 cas. Je me dis, bah non, putain, pourquoi vous faites ça ? Donc voilà, beaucoup d'empathie, et je pense que c'est ce que voulait transmettre Daniel Warren Johnson, parce que c'est le corps du personnage. Enfin, c'est le noyau du personnage, de se dire j'ai la force de ouf, et en fait je suis en fait, contrairement à Superman qui lui va être un mec qui va foncer, quelqu'un qui va foncer, elle est plus en mode protection, elle protège les gens. Le moment où il y a un personnage félin, je vais pas dire qui c'est, qui veut défoncer quelqu'un, et là elle s'interpose, et tu vois toute la puissance, alors qu'en fait elle reste juste immobile. Et pareil, ce comics, c'est la première fois que je me rends compte de la puissance physique de Wonder Woman, alors que tu dis qu'elle est diminuée, et c'est vrai. Et putain, des fois, il y a des. Je pense que c'est dû aussi à l'artistique, mais il y a des fois où tu dis, mais putain, en fait, elle peut taper la terre en deux. Et dans certains comics, c'est pas le cas. Donc voilà, ce mélange de très sensible, très empathique, très elle protège les gens, et d'un autre côté, elle souffre. Elle sait pas ce qui est arrivé. En fait, elle se sent complètement responsable de ce monde-là et de ce qui s'est passé. C'est très très émotionnel et très viscéral comme comics. Donc ouais, j'ai adoré ça. Je sais pas si je peux dire d'autres après l'artistique plus tard, mais en tout cas moi j'adore Daniel Warren Johnson. De toute façon, il est toujours sur les personnages féminins forts. Même dans Murder Falcon, où c'est un petit gars et un faucon géant, il y a des personnages féminins forts. Évidemment Extremity, qui est encore post-apo pour le coup. Donc voilà, pour moi c'était vendu directement. J'ai vu les premiers arts, j'ai dit bon bah ça c'est bon, j'achète directement. Très bien. Mathilde, tu as eu l'occasion puisqu'on t'a renseigné, on t'a regardé un tout petit peu avant, on t'a dit c'est ça qu'il faut lire. Ouais. T'as pu parcourir. Et donc j'ai lu cette première issue moi aussi. Et alors moi pour le coup je connaissais pas du tout Daniel Warren Johnson. Je me souviens d'avoir entendu parler de ce projet, mais lui je le connaissais pas du tout. Donc c'est vraiment une découverte. Et pareil, vraiment une grosse émotion à la lecture de ce numéro. Dès la première page, même dès la première case, quoi, quand on voit ce flashback de Diana avec sa mère qui lui montre d'où elle vient, quoi, ses origines, et ce personnage de Diana qui est vraiment dans l'empathie, mais qui est comme tu disais, très paradoxal dans sa présentation, parce que il y a ce côté, la force surhumaine, il y a aussi un côté un peu enfant sauvage perdu dans cet univers. Il y a des cases où elle a l'air assez trapue, quoi, même. Et d'autres où il y a vraiment ce côté larger than life qu'on a l'habitude de voir, mais avec effectivement une présentation qui est assez différente de ce que j'ai pu lire dans d'autres runs, quoi. Et pareil, le moment auquel tu faisais allusion, Lulu, avec le canapé, là aussi, ça a été une très très grosse émotion, effectivement. Et c'est Et puis le dessin qui est juste ouf. Puissance visuelle. En fait, pour moi, les grands artistes, c'est quand ils s'approprient. Je le dis souvent, ça, je me répète, mais quand ils s'approprient des codes et qu'ils font leur propre personnage, et tu reconnais direct le personnage. Je me suis dit, ok, c'est son à lui, pour pas dire que le personnage dont on parle, même si genre déduit, je pense. Mais oui, c'est intriguant. Mais c'est vraiment très fort, Normalement, c'est le moment où je fais un résumé, que j'essaye de dire les pour, les contre, mais là, j'ai pas de contre, en fait. Non. Et moi, je peux faire ma minute un peu intello. Ah, c'est le moment où tu mets tes bernacles, là, je sais pas quoi. Mes bernacles. En fait,
je sais pas si c'est parce que j'ai été complètement charmée, donc j'y ai vu des choses, enfin je lui ai rajouté des couches peut-être qui n'existaient pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi une profondeur mythologique dans ce comics. Et notamment à travers le titre, donc je plaisantais en disant que donc Dead Earth, ça pouvait faire penser à un wasteland, à ce qui est parfois présenté comme des terres gastes, parce que en fait j'utilise le terme d'ancien français parce que c'est des termes qui viennent aussi des légendes arthuriennes. Je bafouille. Ça m'a fait penser notamment au mythe du roi pêcheur, donc Fisher King, qui est un personnage des légendes arthuriennes, et en particulier de Perceval, qui est un roi qui règne justement sur un désert, sur une terre complètement inhospitalière. Et il y a un parallèle qui est fait très fort entre l'état de santé de ce roi, qui est malade, qui est blessé, et qui est touché dans sa masculinité, bon ça c'est un détail, mais et l'état de la terre sur laquelle il règne. Et donc en fait, on comprend en lisant la légende de Perceval que la terre ne pourra guérir que quand le roi lui-même aura guéri. Et j'ai l'impression de voir un mythe similaire entre ce Dead Earth et cette Wonder Woman qui est un petit peu présentée comme perdue, alors amenuisée dans sa puissance, même si effectivement elle est aussi présentée comme tout à fait incroyablement forte. Et j'attends de voir justement, parce que donc, c'est en 4 issues, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. De voir si la résolution, le dénouement va amener aussi une régénérescence de... Mais de toute façon, je pense que tu as raison. La preuve, c'est que la première case du comics, c'est sa mère qui lui dit je t'ai créé à partir de la glaise et de la terre. Enfin, ça, c'est la vraie légende en tout cas, du truc, mais c'est complètement ça. Donc oui, je pense que tu as complètement raison. Ouais. Oui, et puis avec cette frise en plus derrière, à l'arrière-plan, qui nous ramène directement à la mythologie. Un petit mot sur les dessins, tu voulais peut-être en parler, Lulu ? C'est un génie. Ouais, oui, on n'a pas passé encore assez de temps sur cette revue. Non, en fait, ce qui est assez fou, c'est que, évidemment, en fait, il s'approprie les personnages, les héros qu'on connaît déjà, mais c'est surtout, il s'éclate de ouf à faire des monstres. Dans tous les titres que j'ai cités tout à l'heure, il est toujours à faire des trucs, des kaiju, des trucs comme ça. Là, il aurait pu faire n'importe quoi, mais pareil, il fait des espèces de. Qu'est-ce qu'il y a, les noix de kaiju, c'est ça oui, je penserais. Je crois que c'était le nom d'un épisode. Et du coup, il se fait vraiment plaisir. Il y a des scènes. Et en fait, je pense aussi que ça vient de là, le fait que je dis je ressens la puissance physique de Wonder Woman. Évidemment, c'est parce que tu t'attaches à l'archétype qui a été créé, mais c'est aussi parce que, je sais pas, elle met un coup de pied dans une table. La case d'après, en fait, c'est un génie. Je trouve que c'est un génie du rythme. Il utilise des onomatopées qui font vraiment. Enfin, c'est pas juste mettre le bruit dans une typo un peu sympa avec une perspective et tout. Ça s'arrête jamais. En fait, il arrive. Je pense qu'il fait vraiment des trucs dynamiques et génie du rythme où quand il y a de l'action, il va te faire un truc qui s'arrête jamais, où tu vas être essoufflé, tu te dis putain ça s'arrête pas et tout, tu vas vraiment vivre le truc. Et après, par exemple à un moment, tu parlais du camp qui va bouger au bout d'un moment avec les réfugiés là, où ils vont bouger pendant très longtemps, et je sais pas, t'as 2 pages où t'es que des cases vides avec le temps qui passe, les gens qui marchent, et là tu te reposes un peu, tu fais ok ça va, et après ça repart et tout. Et donc du coup je trouve que l'action est parfaite. Enfin, je crois que je l'avais déjà dit pour Murder Falcon, je suis pas très objectif, mais l'équilibre, pour moi, il est parfait. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis ennuyé, à aucun moment, quand j'avais besoin de me reposer, il y avait les moments d'accalmie, j'ai fait ah putain yes. Et après j'ai dit bon allez, il faut y aller là parce qu'on doit survivre. Et là c'est reparti. Non, c'est vraiment savamment géré. Et l'issue 3 se termine sur une violence. Enfin, vraiment, ça va crescendo tout au long, je trouve. Et je me suis exprimée. Enfin, j'ai dû verbaliser extérioriser mon choc sur. C'est pas forcément la dernière image, mais la fin de l'issue 3, j'ai fait wow la vache quoi. Enfin, il y a des petites surprises, il y a quelques trucs. Non, c'est vraiment surprenant et c'est très très fort. C'est que 4. Est-ce qu'on sait du coup quand le TPB sort ? Le truc c'est que là avec le confinement, je sais pas s'ils ont repris un rythme régulier. Là le 3 est sorti la semaine dernière. Ah oui, donc le 4 potentiellement dans un mois. Le 4 potentiellement, et après le TPB, ça devrait pas trop tarder. Et du coup Urban plutôt à la rentrée, je pense, à la rentrée scolaire. Carrément. Je sais pas. En fait j'en ai aucune idée, je sais pas. Il est pas annoncé de ce que je crois, il est pas annoncé dans le truc d'Urban. Peut-être que sur le Discord ils sont mieux au courant. Mais ça va pas tarder, que 4 issues, ça va être facile à... On va enquêter. T'appuies les 4 et ça fait un TPB. Voilà. Et bam tu découpes... Un peu de Voilà.
Mortel, je résume pas, puisque globalement, c'est achetez-le. Oui. Deuxième comics ce soir. Ben, tu vas garder la parole et tu nous proposes ce soir un comics intitulé Far Sector. Donc le secteur très loin. Qui est vraiment je le vois pas. Absolument. Eh bien écoutez, c'est un comics de chez DC Comics qui est écrit par N.K. Jemisin, pardon je le prononce mal, qui est une romancière américaine que je ne connaissais pas. C'est une femme. C'est une femme qui est spécialisée dans la science-fiction, l'anticipation, les trucs, comment on appelle ça, tu sais là, les dystopies, ce genre de choses, qui est toujours pour elle un support pour parler de trucs sociaux, d'oppression, de révolution, de ce genre de choses. Elle a été primée maintes et maintes fois, qu'elle gagne ou pas, elle a été nommée. Et un des trucs les plus connus, c'est The Broken Earth, qui du coup ça se ressemble un petit peu finalement. Donc voilà, je pense que c'est une énorme pointure dans son milieu, et c'est son premier comics en tant que scénariste, enfin, en tant que tout, parce qu'elle dessine pas, je crois pas. Et au dessin, on a Jamal Campbell, que je ne connaissais pas, mais dont on a déjà parlé pour Naomi. J'étais pas dans l'émission, donc j'ai pas écouté. Sympa. Il a également bossé sur Mighty Morphin Power Rangers ou du Star Wars un petit peu, pas tant que ça. Il est assez nouveau dans l'industrie, mais c'est une énorme brutasse. Le comics, le premier, l'issue 1 est sorti en janvier, et on en est au 6/12. C'est une maxi series. Et c'est un comics qui s'inscrit dans la continuité de Green Lantern, puisque l'héroïne dont je vais vous parler est elle-même une lanterne verte. Je vais essayer de faire un peu de VF. Je fais un mini récap, enfin je vais pas réexpliquer ce que sont les Green Lanterns, en gros c'est les flics de l'espace, on va dire ça chez DC Comics, c'est un peu l'équivalent des... Vous voyez Chips, Voilà, pareil mais dans l'espace. L'équivalent des Nova chez Marvel par exemple, c'est les flics, la flicaille, la poulaga spatiale quoi. Et on connaît évidemment Hal Jordan qui est le plus connu, qui est le premier Green Lantern humain en tout cas connu éditorialement parlant. Il y a eu aussi John Stewart qui a suivi, il y a eu Kyle Rayner, il y a eu, je sais plus comment il s'appelle celui. Ryan Reynolds, c'est lequel? Ah bah c'est Hal Jordan. D'accord. Non, celui qui est un petit peu roux et qui est un peu bourru là, je sais plus comment il s'appelle. Et récemment, donc eux c'était un peu les quatre. En fait, il y a énormément de Green Lantern puisque c'est l'univers entier, mais c'est 4 humains, donc c'est les Green Lantern de la Terre. Et récemment, donc en 2012, il y a eu un nouveau Green Lantern. Enfin, alors je dis nouveau éditorialement parce qu'évidemment il y en a tout le temps, qui était Simon Baz. Et la petite nouveauté, c'était que c'était pas un gars qui avait surmonté sa peur, parce que le gimmick de Green Lantern c'est t'as réussi à surmonter ta peur, il y a un anneau qui vient à toi et te dit bienvenue dans le Green Lantern Corps, parce que en gros c'est ça. Je vais pas partir dans l'arc-en-ciel parce qu'il y a plein de lanternes de couleurs différentes, mais bon bref. Et donc la particularité de Simon Baz, c'était que c'était un pseudo-criminel, parce qu'il avait volé une bagnole et en fait il s'est retrouvé avec une bombe à l'extérieur, enfin derrière, il n'était pas au courant, et c'était on était encore, même si c'était en 2012, il y avait encore le 11 septembre, enfin, voilà, qui s'est transpiré sur les comics. Mais c'était cool parce qu'il était américano-libanais, donc il y avait déjà eu un Green Lantern afro-américain, mais là on sortait du moule de l'américain aux dents blanches, etc. Donc c'était intéressant. Et l'année d'après, il y a eu Jessica Cruz, que je connais très peu, donc là j'ai juste... je me suis un peu renseigné, qui elle était mexicaine, honduracienne, américaine. Je sais pas si on dit ça, mais en tout cas voilà, c'était ce mélange-là. Et elle était encore plus originale dans le sens où elle avait eu des traumatismes quand elle était jeune. Elle avait tenté de les surmonter, c'est pour ça tu surmontes ta peur, t'es Green Lantern, etc. Et en fait, elle se servait de ses pouvoirs notamment pour dépasser sa propre dépression et ses propres... Enfin, c'était vraiment... Ça commençait, on se disait, ok, on est loin du pim pam poum où je fais des gants de boxe avec ma bague et je tape des monstres et des aliens, tu vois. Il y avait quand même une dimension sociale et émotionnelle et tout. Et je parle de ça déjà parce que c'est super cool d'avoir des persos comme ça. Moi, je suis très client des Green Lantern, très pulp avec oh oui, tout à fait, tu es le méchant, je te tape. Mais quand on garde toute la recette de Green Lantern, parce que moi j'aime beaucoup, c'est très, comme je l'ai dit, c'est très pulp et tout, et que tu l'appliques à des personnages qui vont être à un street level et à un niveau émotionnel, et ben, ça donne un truc dingue. Et c'est le cas de Far Sector. Désolé, c'était un petit peu long cette intro. Non, c'est bien, c'est intéressant. On va retrouver donc une Green Lantern assez cadette, ou je sais pas comment on dit, elle est noob, c'est une bleue même si elle est verte, qui s'appelle Sojourner Mulane. Alors, on va l'appeler Joe pendant tout le comics, donc je vais continuer à l'appeler Joe même si son prénom est assez cool. Elle est fraîchement donc sortie de l'académie, on va dire. Ça fait à peine 6 mois qu'elle a son anneau, son iPod, attention. Et en fait, elle a été assignée iPod Nano. Son anneau. Non. Elle a été assignée au Far Sector, c'est-à-dire il y a
je crois, 36 000 ou 3600 peut-être. Non, 36 000, bon, on s'en fout beaucoup de secteurs. Et elle est celui qui est le plus loin possible. On ne sait même pas s'il a un numéro, on ne sait même pas qui. Voilà, elle est foutue au placard, on va dire. Et elle est en charge de assister les forces de l'ordre sur une ville qui s'appelle The City Enduring. Alors, tout ce comics, il y a des noms à rallonge, à coucher dehors. Ça a un sens. Au début, j'étais là, putain, les gars, vraiment, vous allez faire des noms comme ça. Et en fait, t'apprends après que ça a un sens très particulier. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Je pourrais en parler tout à l'heure. Et donc, c'est un peu pépouze parce que c'est des gens qui sont très avancés. Ils ont une histoire que je vais raconter après, mais ils sont très avancés technologiquement et socialement. Donc, il se passe pas grand-chose. Et un jour, et c'est comme ça que s'ouvre le comics, un jour, il y a un meurtre en pleine rue. Une personne qui est des 3 races, parce que cette ville et cette planète est composée de 3 races principales, est trouvée morte. Et du coup, il va falloir enquêter. Les gens ne sont pas prêts du tout. Elle, c'est également sa première enquête parce que elle est fraîchement sortie de l'école et que du coup, jusqu'à maintenant, elle faisait juste peut-être un petit peu la sécurité, quoi. Et donc, il va falloir enquêter sur ce truc-là. Elle va aller voir les émissaires, ou en tout cas comment on appelle ça ? Le conseil, le haut conseil. Les représentants de chaque race pour dire qu'est-ce qu'on fait, parce qu'au final on connaît la victime, on connaît l'agresseur qui est un no-name en fait, ça aurait pu être n'importe qui, mais on ne sait pas pourquoi parce que c'est pas normal. Et en fait alors là après elle-même dans la narration, j'aime beaucoup ce personnage, elle stoppe dans la narration, elle stoppe dans ses blagues, elle dit ok, peut-être que là vous comprenez rien à ce que je raconte, donc je vais vous expliquer. Et là tu as un flashback avec un petit peu l'historique et elle t'explique qu'il y a 3 races, donc je vais pas redire les noms parce que c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a 3 races distinctes qui vivaient en harmonie à une époque. Une 4e entité est arrivée malveillante pour foutre le bordel en les retournant les uns contre les autres. Ça a fait une énorme guerre où tout a explosé. Il y avait 2 planètes en tout, elles ont toutes explosé. Et à la fin de ça, ils se sont dit ok, il faut qu'on reconstruise. Si on en est arrivé là, c'est qu'on était tous vénères et c'était pas possible, on s'écoutait plus parler, etc. Donc on va supprimer totalement les émotions avec une drogue, et comme ça on sera tous au même pied d'égalité et ça sera super et on pourra reconstruire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que c'était pas possible qu'il y ait un meurtre, parce que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de crime passionnel, il n'y a pas de tout ce que tu veux, donc c'est très très bizarre. Et donc voilà, ça va être ça l'enquête. Je vais pas aller plus loin dans le pitch. L'enquête, enfin le comics, ça va être en partie ça. C'est l'enquête de qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'évidemment t'as juste quelqu'un est mort, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça va déterrer des secrets, des trucs, et on va apprendre qu'il y a une drogue qui annule la drogue, qui enlève les émotions pour te sentir vivant. Il va y avoir des gens qui vont être considérés comme des parias alors qu'en fait ils veulent juste ressentir des émotions, etc. Et je vais arrêter là sur l'histoire, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré ce comics pour 2 raisons. La première raison, c'est que du coup, c'est une enquête c'est un truc banal, c'est New York Unité Spéciale, si tu veux, où il y a un corps et il faut retrouver. Mais ça se passe dans un endroit, en fait, je sais pas comment dire, tu vois, je disais que j'en ai un peu marre des trucs qui se passent dans l'espace. Mais ce duo a réussi à créer un bestiaire, une ville, enfin un monde qui est très riche, que ce soit visuellement, que ce soit les personnages, avoir créé des races qui ne sont pas juste des aliens un peu stylés, designés, où chaque race a vraiment sa particularité et du coup elles sont complémentaires ou elles s'opposent, et tout ça, sont très intéressants. Donc toute l'enquête va, en fait rien ne va être manichéen. Tu peux te dire ok, lui il a tué lui, bah ouais, mais en fait dans sa culture c'est pas tout à fait pareil. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va toucher à la culture, ça va toucher à le regard de l'autre, l'acceptation, ça va parler de racisme, ça va parler de préjugés, ça va parler d'oppression, il va y avoir des manifestations à un moment, etc. Ça va parler de violence policière également. Donc ça c'est très très intéressant et je suis très pressé d'en parler avec vous. Et le deuxième point, c'est évidemment ce personnage que je ne connaissais pas, et c'est un peu normal puisque c'est la première fois qu'on la voit. Elle a directement son propre comics, on va dire, c'est assez fou, mais c'est la première fois qu'on la voit. Qui est extrêmement attachante, qui est méga badass. Bon, ça visuellement pour en reparler, mais c'est taré. Enfin, elle a annulé tout le kitsch qu'il pouvait y avoir dans les Green Lantern, parce que c'est quand même des mecs qui ont des lumières vertes. Donc voilà. Elle est méga stylée. Et ce qui est fou, c'est que tu vois qu'elle a de l'assurance, qu'elle a des pauses quand elle s'assoit. Elle représente la loi, tu vois. Mais tu vois qu'elle est très fragile et qu'elle a des fêlures et qu'elle en a chié. On n'en sait pas la moitié arrivé à l'issue 3, mais et c'est ce personnage complètement divisé, où tu dis à la fois elle est censée représenter la loi et être dure et dire non, ça se passe comme ça, vous m'écoutez, la loi c'est moi, et de l'autre côté elle est complètement elle sait pas, c'est sa première enquête, elle est complètement perdue. Il y a des histoires de race, il y a des histoires d'opposition, de racisme et tout, des fois il y a des flashbacks sur sa vie sur Terre, etc. Donc personnage très complexe et très riche, et du coup la découvrir ses faiblesses et s'attacher à elle, qui est larguée dans cette ville, ville-planète, où tu sais, c'est un peu le cliché
je crois qu'à un moment ils en parlent d'ailleurs, ils font ce parallèle-là du shérif ou du cow-boy qui s'est fait shooter, il se réveille dans une ville qu'il connaît pas et du coup il y a des enquêtes à résoudre et en fait lui il connaît personne mais il va se mettre en fait il est perdu dans un monde qu'il connaît pas mais il va devoir résoudre, c'est un peu ça en fait, elle est à 1000 je sais pas combien d'années-lumière de chez elle et elle va devoir résoudre ce truc et résoudre ses propres problèmes en fait, donc je trouve que c'est brillant tout simplement. Désolé, j'étais un peu long mais tout simplement je suis amoureux. Brillant, il est amoureux. On parlera du design après. Lulu, est-ce que tu es tombée amoureuse? Alors, pas tout de suite. Justement, tous les noms au début des planètes, de la ville, des gens, j'ai trouvé ça assez indigeste. Et on en parle régulièrement justement de ces moments d'exposition dans les comics, notamment dans les comics de science-fiction ou d'heroic fantasy, où il y a ce travers d'avoir des noms un petit peu extraordinaires, mais qui du coup, moi je trouve que c'est un peu trop d'informations, trop de... Ah, tu t'y perds quoi. Ouais, du coup ça fait une mise en place qui a la qualité d'être très rapide, mais aussi d'être très touffue. Et bon, j'ai pris le parti de pas essayer de retenir. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, d'avancer un peu à la machette à travers toute cette jungle de noms et de découvrir ce monde imaginaire très riche qui, comme tu l'as dit, fait aussi des références à notre monde à nous et même aux États-Unis. C'est vraiment très ancré. Autre point qui m'a un petit peu crispé au début et après je vais adoucir tout ça, mais c'est qu'il y a des citations littéraires au début de chaque issue et au milieu même des fois. Et on en a aussi parlé de cet écueil d'avoir des références littéraires qui peuvent donner l'impression d'un comics prétentieux qui pète plus haut que son cul et qui peut être très décevant si le comics n'est pas à la hauteur des aïeux littéraires qu'il se donne. Et c'est un petit peu l'impression dont j'arrivais pas à me défaire pendant les 2 premières issues, voire même pendant la 3e, qui n'était pas aidée par le fait que je ne connaissais pas l'auteur. Et bon, ce que tu m'en dis m'aurait peut-être plutôt donné un préjugé positif. Accompagné. Ça m'aurait plutôt peut-être tenu plus par la main. Mais à la fin de la 3e issue, la Lanterne est confrontée à un événement qui fait que toutes ces références prennent tout leur sens. Vraiment un sens très profond et parfaitement justifié. Et notamment donc, à travers la question des violences policières, qui est vraiment traitée de front. Et on comprend que ça va être un point assez important du comics. Et une chose que tu n'as pas précisé, c'est que Jo, elle est africaine-américaine. Oui, je l'ai pas dit, c'est vrai. Et que son identité justement a un rôle dans ses traumatismes et la façon dont elle va gérer, dont elle va faire son métier de flic de l'espace en fait. Mais alors pardon, c'est un hasard de calendrier total ou juste ils ont dessiné très vite? Alors, je me suis posé la question. Les violences policières, c'est pas de cette année. Hein. Non, effectivement, mais bon. Mais il y a un truc de maboule parce qu'à un moment, ils font référence au slogan de Reagan qui est Law and Order, donc la loi et l'ordre, que Trump a tweeté il y a peut-être, je sais pas, 2 semaines. Et du coup, c'est assez. Et depuis, il le tweet à peu près toutes les 2 heures. Et c'est assez, du coup. Uncanny comme moment, enfin un peu inquiétant de justesse et alors que effectivement ils l'ont écrit il y a quelques mois quoi. Donc j'ai vraiment eu le sentiment de lire quelque chose qui est extrêmement à propos comme tu dis, extrêmement actuel et qui résonne très très fort avec ce que les États-Unis sont en train de vivre et nous aussi. Donc ça rajoute vraiment quelque chose à ce comics. Ça doit leur foutre un peu la pression côté DC, tu sais, sur du coup la suite à donner quoi, parce que là je pense quand tu tapes dans l'actu comme ça, derrière ça rajoute un prisme à bon titre ou à mauvais titre, mais en tout cas ça donne des enjeux supplémentaires à l'écriture. Et justement je me suis fait la réflexion, c'est de cette capacité quand même de l'industrie du comics américaine ou américain à intégrer des problématiques contemporaines, à
intégrer aussi des gens, des auteurs, des illustrateurs qui sont à même de parler de façon très juste de ces questions. Jamal Campbell, je ne vais pas aller voir sa photo, mais je pense que d'après son prénom, il doit être aussi africain-américain. Et donc, moi, je trouve ça très très fort en fait que DC, qui par ailleurs n'est pas, c'est pas une industrie sans faille, mais a quand même cette qualité-là et qui, je pense, c'est peut-être assez unique au monde. Je vais y aller. Enfin, je sais pas, je connais pas le manga, mais est-ce qu'il y a ça aussi tu sais s'ils ont cette capacité-là à intégrer très vite, ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être lié à l'apparition par issue aussi, qui fait qu'il y a une rapidité. Il faudrait voir presque du côté des webtoons, quoi. Ouais, plutôt, parce que moi, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête comme ça. Mais du coup, c'est assez unique, parce que la BD française... après, j'essaye de calculer, je me dis, si c'est sorti en... Alors là, ils disent que l'issue 3 est sorti en janvier, pourtant j'avais vu que ça avait commencé en janvier, donc ça m'étonnerait que 3 issues soient sortis au même mois. Enfin, en tout cas, je me dis, c'est écrit avant que ça sorte. Donc ça a été écrit au minimum en 2019. Donc comme on l'a dit, les violences policières existaient déjà, mais en tout cas, ce qui chamboule 2020, le sujet principal, George Floyd et tout ça, à mon avis, pour le coup, c'est un malheureux hasard, je pense, parce que même... Mais bon, ça fait écho. Après, c'est un éternel recommencement, l'actualité, etc. Mais mais là, il y a vraiment quelque chose de très fort avec justement les manifestations. Bien sûr. C'est assez. Mais après, tu vois, le personnage, je pense qu'il est. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit récap des portraits des différents Green Lantern humains qu'on connaissait. Le personnage. C'est Ray Gardner. Ray Gardner. Oui, j'ai dit le roux alors que c'était totalement pas grave. C'est pas bien. J'adore les roux. De dire comment dire, oui, que c'est un personnage qui est encore plus complexe parce que tu vois ils l'ont écrit comme un personnage bisexuel par exemple, cet archétype qui doit jouer dans la complexité du perso et également dans ses blessures. Et tu vois, si tu dis qu'elle en a chié parce qu'elle était afro-américaine, elle en a sûrement chié, enfin je sais pas, après elle est assez jeune, donc on n'a pas trop son background, en tout cas dans les 3 premières issues, donc et c'est pour ça que je disais c'est pas manichéen, c'est un peu un lieu commun, mais il y a chaque personnage, et évidemment elle plus que les autres, mais chaque personnage a plusieurs couches, a plusieurs aspérités. Enfin, c'est pas juste les gentils, les méchants, c'est pas juste lui il est coupable et tout, il y a vraiment... Non, il y a une profondeur psychologique. Il y a une profondeur, tu vois, tu parlais de la manifestation qu'il y a, c'est même encore plus gros que ça comme événement, où t'as juste, je le disais, t'as les gens qui veulent rester drogués en disant non, on a réussi à reconstruire notre monde en faisant fi de nos émotions, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la loi. Et t'as les autres en face qui disent bah non, nous en fait on s'est drogué pour annuler cette suppression, c'est se droguer sur la drogue, parce qu'on veut se sentir libre et on veut sentir nos émotions. Et en fait les deux ont raison, si t'essaies de te mettre de leur point de vue, mais ils se chamaillent, ils se tapent sur la gueule et tout ça. En fait en gros c'est très complexe et tu te dis c'est pas juste il y a un méchant, il y a un gentil, ils se battent et le gentil a gagné, c'est fini. Là on n'est même pas, moi j'ai lu jusqu'à un peu plus, mais il y a 12 issues qui sont prévues, donc je pense que ça va être beaucoup plus grand que ça. J'espère qu'on va en savoir sur le passé de Joe, et je trouve que c'est très très riche et il y a énormément de choses quoi. Et après on peut repartir sur le design parce que tu parlais du fait que les auteurs... J'aimerais bien faire intervenir Mathilde rapidement sur son avis, puisque tu fermes pas ta moule, mais voilà. Ta gueule alors. Mathilde, qu'en as-tu pensé ? Oui, alors moi je suis un peu entre les deux avis en fait, entre Ben et Lulu, parce que j'étais un peu au début déstabilisée par cette entrée vraiment immédiate où on est précipité dans cette enquête, mais en même temps, je veux dire, ça fonctionne, c'est parce qu'on est à côté du personnage quoi, c'est aussi sa situation à elle. Et avec donc évidemment beaucoup de narration en voix off, et je redoutais un peu un possible côté bavard de cette narration. Et en fait, c'est le moment dont tu parlais où elle dit attendez, stop, il faut que je vous explique la situation. Et voilà. Et là, tout de suite, je suis retombée sur mes pattes. Et à partir de là, j'étais vraiment cliente à fond de cette narration, quoi. Parce qu'en plus, je trouve qu'elle a une voix qui fonctionne très bien, qui prend tout de suite. Elle a de la personnalité, quoi, dans ce. Ouais, non, mais on voit complètement ce que tu veux dire. C'est marrant. Et il y a tout de suite sa personnalité qui ressort. Et après, oui, il y a plein de choses qui sont rajoutées par petites touches. Donc, comme tu disais, son identité son identité afro-américaine, sa
bi ou pansexualité d'ailleurs. Oui, on sait pas trop, trop. Et son rapport avec les différentes personnes avec qui elle interagit, qui est très très intéressant. Enfin, les relations qu'on voit qui ont commencé à se tisser avec ces personnages, même si elle n'est pas là depuis très longtemps, mais elle a commencé quand même à nouer des liens avec ces personnes qui pourtant sont censées ne ressentir aucune émotion. Enfin, et du coup, enfin, c'est vrai que moi, l'enquête finalement, ça m'a un peu. Bon, elle est là et on a. Mais c'est un peu un prétexte. Mais voilà, c'est ça. prétexte. C'est vraiment un prétexte. Ouais, Et j'étais tout de suite, assez fascinée par aussi le world building, quoi. Enfin, toute comme tu disais, la description de cette cité, cette société qui fonctionnait en paix et qui d'un seul coup découvre son premier meurtre et voilà. Et puis en plus, il y a après tous les aliens aussi qui ont des caractéristiques assez dingues. Et sur les identités des personnages, même parmi les aliens, il y en a quand même beaucoup qui sont, comme diraient nos amis anglo-saxons, codés africains-américains dans le design. Elle est loin d'être la seule. Et on Il y a pourra en parti reparler pris très aussi fort de ce côté-là, avec Tartarus parce que il y a aussi ça en fait. Ils sont comme Est-ce tu que- dis, codés africains. Est-ce que je dis une connerie si je pousse même en disant que parfois il y a de l'afrofuturisme, Ouais, effectivement. tout à fait, ouais. notamment avec Ouais. alors je sais plus son nom, le chef des gens qui ont des ailes, Les des nains. les nains, Les nains, Les nains. qui lui a carrément des dreadlocks et qui Ouais, est le conseiller beau gosse. Voilà, là, lui, ouais. il est très beau gosse. Ouais. Oui, effectivement, Ouais. effectivement, il y a ce côté-là. Ouais. C'est complètement assumé et c'est. Ouais, enfin, moi, je non, trouve que effectivement, Ouais. je crois que c'est le terme qui s'applique Ouais. complètement. Ouais. Ouais. Donc c'est DC rencontre l'afrofuturisme. Et du coup, C'est balèze. visuellement, justement, tu vois, on parlait du fait que c'est une grosse ville et que c'est très riche et tout. Et je pense que du coup, ça illustre parfaitement. En fait, ça bouge tout le temps. Ça grouille. Il y a tout le temps des gens dans tous les lieux, à toutes les heures. Alors évidemment, on n'a pas l'heure qui passe, mais ils ont une espèce un peu une géode. Une géode un peu qui affiche des images parce qu'ils doivent se protéger des UV, des planètes qui ont explosé, etc. Donc tu vois à peu près, tu as une temporalité vite fait, mais ça grouille tout le temps partout. Il y a toujours quand elle est au poste de police, limite elle peut pas passer dans les couloirs, elle est obligée de faire des mains avec sa bague et tout, enfin, c'est assez fou. Et donc du coup on se repose jamais, il y a que les moments, c'est un petit peu ce que je disais sur Wonder Woman, c'est que quand elle est en enquête, qu'elle doit poursuivre un suspect ou quoi, ça grouille, elle est en pleine ville, elle est à New York quoi. Et quand il y a un petit peu des dialogues, notamment quand elle va voir ce gars-là et que c'est un petit peu détendu, on va dire ça comme ça. Oui, danse, et d'ailleurs il y a une double page qui est magnifique. Voilà, c'est plus calme, ça prend son temps, c'est là qu'il y a des émotions et tout ça. Donc mais t'as toujours cette impression qu'il se passe quelque chose et que c'est la ville qui dort jamais un petit peu quoi. Et c'est un peu ce qu'elle dit d'ailleurs dans la narration, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est très très beau, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est magnifique. Je connaissais pas Jamal Campbell. Mais moi j'avais beaucoup aimé Naomi. D'accord, faut que je lise. Je crois que c'est assez inattaquable. Qui était aussi un nouveau perso chez DC. Et je sais pas si c'est un humain. Mais... Si, j'ai une jeune femme. Ouais. Et c'est fort. Je sais pas combien d'illustrateurs peuvent dire qu'ils ont participé à la création de deux nouveaux persos DC d'affilée. Il y a un truc que j'ai pas dit, Lulu m'y fait penser, c'est un comics DC Young Animals, dont on a déjà parlé, qui est un label que j'adore, qui est fait par Gérard Way. Et Gérard Way, c'est ça, non, il n'y a pas cette fois-ci Chemical Romance, c'est pas grave. Gérard. Ouais. Et en fait, ils expliquent, je crois que c'est à la fin de l'issue 1, tu as une toute petite interview, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup des auteurs, de l'autrice et de l'artiste. Où en fait ils disent que Gérard Way leur a dit en fait ça serait bien que ce soit, alors je sais pas si ça devait être un flic, je sais pas si c'était décidé que c'était Green Lantern ou quoi, mais ça doit être un personnage qui est perdu vraiment loin de chez lui ou loin de chez elle et qui doit dealer avec ce qui se passe, et c'était le point de départ. Et donc effectivement après tu te dis je pense que si on dit est-ce que tu veux créer un nouveau Green Lantern ou une nouvelle Green Lantern, tu dis j'avoue je suis chaud. Donc oui c'était, pour moi, et pourtant j'adore Green Lantern, Adrien, tu sais que Blackest Night tout ça, j'ai pas honte de dire que j'aime Blackest Night. Bien sûr. Et j'adore les designs et juste la notion de Green Lantern, je trouve que ça défonce les Nova par exemple, on va faire des guerres Marvel DC. Mais là pour moi il n'y a rien au-dessus de Joe Mulane quoi. C'est à tous les niveaux elle défonce tout quoi. Et j'ai lu que 4 issues donc je peux faire un point justement des références un peu qui sont utilisées dans le comics où tu veux avancer. Juste rapidement. Non, vas-y. De toute façon, si c'est pas intéressant, je coupe. Hein, non, mais tu as parlé du prénom du personnage qui est Sojourner. Je suis pas trop sûre de savoir à quel endroit ça s'accentue. Mais qui est un prénom qui est peu commun.
disons aux États-Unis, mais qui fait tout de suite penser à une figure historique américaine qui est Sojourner Truth, qui est une grande abolitionniste américaine, ancienne esclave, qui s'est donc affranchie elle-même, qui a fait un procès à son propriétaire parce qu'elle s'est enfuie avec sa fille et le propriétaire refusait de les laisser partir et elle a gagné son procès. Donc voilà, tout ça avant bien sûr la guerre de sécession. Donc voilà, c'est une grande figure historique. Donc c'est aussi ça a une vraie portée dans le comics et l'héritage est vraiment très 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 fort. Non, j'allais dire que ça me fait penser à Bitterroot quand on l'avait. Ouais, mais je l'ai pas lu encore, Voilà. Bitterroot. Et en fait, évidemment, c'est un trio d'hommes afro-américains. Enfin, je dis évidemment, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Et donc évidemment, c'est des... arrêtez de dire évidemment, Benjamin. C'est des personnages, ça se passe dans les années 20 et c'est des personnages afro-américains dans Harlem, etc. Et à la fin des issues, il y avait des interviews, carrément, c'était pas juste des citations, des interviews de philosophes, d'écrivaines afro-américains qui parlaient de la renaissance de Harlem et ce genre de choses. Donc c'est vraiment cette mouvance. Et voilà, c'était pas trop afro-futuriste pour le coup, c'était plus steampunk, je sais pas s'il y a un terme pour ça. Mais c'était ce même genre de mouvance et moi je trouve moi j'apprends plein de trucs en tant que petit blanc et je trouve ça mortel. Ouais. Ben là justement une des citations littéraires qui est utilisée dans Far Sector, c'est Zora Neale Hurston qui est une écrivaine de la Renaissance de Harlem. Et il y a aussi une référence à James Baldwin qui est maintenant un petit peu plus connu en France depuis le documentaire de Raoul Peck qui s'intitulait I Am Not Your Negro. Et il y a j'ai lu les 3 issues donc il y a trois citations, mais il y a aussi une citation de Chinua Achebe qui est un romancier nigérian qui est considéré un petit peu comme le premier auteur vraiment africain pleinement. Et ouais, donc quand j'ai lu ces citations-là, je me suis dit oui. Mais c'est contrebalancé par la pop culture, genre par exemple à un moment elle cite Alien. Oui, mais non, mais en Morpheus. plus, c'est pas vain. Enfin, c'est pas juste allez, vas-y, je vais te citer James Baldwin parce que vraiment, elle parle de rébellion, les rapports de domination. Il y a vraiment, je pense que c'est pas juste le petit sprinkle, les petites. En plus, justement, la toute première citation, c'est au tout début. Elle fait une citation et elle la désassemble, on va dire, en disant en fait cette citation, elle est dans cette situation dans laquelle je suis, elle n'est pas bonne. Ça enchaîne naturellement. C'est pas juste, c'est pas comme dans Criminal Minds où à la fin ils te font nous avons arrêté le criminel. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Jean de La Fontaine. C'est toujours une citation dans Criminal Minds. C'est pas ça. Vieux gars, c'est ça que je déteste. Non, mais franchement. Ça claque un peu quand t'es dans le mood un peu. Non. Mais ça n'arrive pas. Ça claque de citer Jean de La Fontaine dans une série américaine. Ce que tu veux. Ouais. Très bien. Et juste si je peux rajouter un truc, sur le côté pop culture, il y a aussi quand même le look de Sojourner très qui a très 70s et aussi qui moi tout de suite m'a fait penser à Janelle Monáe. Ouais. Avec cet uniforme qui est très, très classe avec des angles asymétriques et cette pompadour et puis cette prestance qu'elle a et Janelle qui est quand même non seulement une immense artiste scénique mais qui est aussi maintenant vraiment en train de devenir une figure politique très engagée et qui aussi joue dans des séries et qui elle pour le coup vraiment tape complètement dans l'afrofuturisme. Et du coup, moi, ça m'a refait penser au film qu'elle avait sorti en parallèle de son dernier album, Dirty Computer, qui est complètement dans cet univers-là. Enfin, bien sûr pas. Moi, j'y ai pensé aussi. Et il y a des thématiques qu'on retrouve aussi justement sur la question de l'émotion, de qu'est-ce qui se passe quand on ressent pas d'émotion et quelle est la valeur des souvenirs quand on n'a pas d'émotion. Et enfin voilà. D'ailleurs, il y a un moment, le beau gosse. Il dit les souvenirs ça sert à rien quand on n'a pas d'émotion, c'est juste exactement. Des faits, et c'est tout à fait le propos de Dirty Computer. C'est trop bien. Et en plus, oui, tu vois, on parlait de son style. Pareil, son anneau de Green Lantern, il est trop stylé. On dirait un truc un peu art déco, art nouveau. Je confonds toujours les deux. Art nouveau peut-être. Art déco. Art déco. Comme les métros là, c'est art déco. Non, les métros c'est art nouveau. Ah bah donc plutôt art nouveau. Tu sais, il y a des gens un peu des tentacules, un peu. Je vais te montrer. Et puis on sait pas pourquoi elle est devenue Green Lantern, tout ça. Donc voilà, on veut le savoir. C'est un super personnage. Mortel, c'est vendu. Je vais le lire. Et c'est pas lent.
Et c'est Pattern, donc c'est pas très bien, c'est pas très bien nommé. Oh, elle est bien, elle est super bien. Moi je dis c'est oui. Si, allez, ok. Oh putain, il a hésité. Si, franchement, d'accord. Je vois dans tes yeux, parce que je peux te voir, que tu me juges un petit peu. Un petit peu. Bon, je passe pas un récap parce qu'on y a déjà passé 45 minutes. Je vous suggère de tout de suite insérer une sorte de parenthèse musicale qui ferait un truc genre... Ah ouais. Attends, les autres, ils me regardaient trop bizarre là. Qu'est-ce qu'il fout, quoi? À la bouche. Ok. Alors ça va être le moment du Fucus, de retour dans ce 146e épisode de Comics Podcast. Mais comme vous le savez, d'abord, avant de parler du métier de Mathilde, il est tradition de parcourir nos régions. Et donc ce soir, le 46, à savoir le Lot. Que vous habitiez à Bâche, à Baladou, à Bain. C'est faux, c'est à Bannes. À Bétail, à Bio, à Cambouli, à Gourdon, à La Touille, à La Cave. Et attention, à Carnac-Roufiac, à Cressan-Sac-Sarrazac, à Gigouzac, à Lantillac, à Marmignac, à Brégnac, à Souillac. Non, Brégnac. Attention, il y a un méchant Superman caché dans le lot. Dans le Lot. Excellent. Oh là C'est oui, là c'est oui, là. c'est oui. On sait que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, @ComicsOutcast, Facebook, @ComicsOutcast également, ou encore le BCC, notre groupe d'amateurs de comics et d'art séquentiel, Instagram, même nom, ou encore le Discord de Vaisseau Hypersensas sur lequel nous sommes en train de diffuser cet épisode et que les gens nous écoutent bien sagement en refaisant l'intégrale de l'histoire de Green Lantern. Normalement, c'est le moment là où je vous dis où acheter des comics dans le lot. Sauf que quand tu cherches lot comics, bah, tu ne trouves que des lots de comics. Donc, désolé, si vous êtes vendeur de comics dans le lot, faites quelque chose pour votre référencement parce que vous vous faites complètement niquer par le Bon Coin. On va tout de suite passer donc à une petite discussion tout à fait sympathique avec Mathilde qui est parmi nous ce soir et que on a découvert, enfin en tout cas que j'ai découvert via la traduction de Bloom, ce roman graphique de Savannah Ganucheau, une artiste de la Nouvelle-Orléans, et de Kevin Panetta, qui vit à Washington DC et qui n'a jamais bossé pour DC. Non, Oui, mais plutôt j'ai eu un avec moment de flottement. Dark Horse sur Zodiac, Star Force ou encore Archie. J'espère que vous avez noté l'humour géographie et comic book, c'est assez rare. Voilà, il y en a peu. Oui. Mais il a aussi travaillé sur Steven Universe ou Gumball. Chez Boom Studios. Ouais, et je trouve qu'il y a des... Ça dit quelque chose de la personne. Bref, voilà. C'est publié chez First Second, cet éditeur qui a édité, par exemple, Demon de Jason Shiga, dont on a parlé ici. Ça réédite pas mal de romans graphiques aussi, un peu de par chez nous, tel Le Photographe ou encore du Johannes Farr. Et ça a aussi édité Is This Guy For Real de Brian Box Brown. Voilà, c'est ça, sur la vie d'Andy Kaufman, et qui est vraiment pas mal du tout. Parce que je te propose... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Lucie. Tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. Lucie. D'accord, oui. Donc Bloom, qui a été traduit en français par La Saveur du Printemps, et on pourra peut-être parler du choix du titre en français. Donc aux éditions Jungle, qui est une maison d'édition que je connaissais pas particulièrement. Qui fait partie du groupe Steinkiss. D'accord. Donc un roman graphique d'environ 350 pages, donc assez fourni. Alors t'as pas précisé que Savannah Ganucheau, elle a travaillé notamment sur Adventure Time, sur Gem and the Holograms, et puis sur Lumberjanes dont je parlais récemment. Donc je vais vous présenter le comics et puis après on va discuter avec Mathilde Tamaïbouon, donc qui a traduit ce roman graphique. Donc c'est l'histoire... Attendez, je fais tomber Shirtless Berserker en même temps. C'est l'histoire d'Harry, qui est un jeune homme habitant dans une petite ville tranquille et qui rêve de quitter ses parents et leur boulangerie pour vivre ses rêves, faire de la musique et s'installer
en colloque avec son groupe à Baltimore. Harry, comme le diminutif d'Aristote et non Harry. Voilà, exactement, A-R-I. Il vient de finir le lycée, il me semble, c'est ça, et doit aider ses parents à la boutique en attendant de se trouver un remplaçant et de pouvoir ensuite partir une fois l'été terminé. Hector, quant à lui, se cherche un peu aussi, mais il est sûr d'une chose, il adore la boulange et faire des gâteaux. Moi, s'il y a vraiment une chose que j'aime dans la vie, C'est la boulange. La grosse boulange. Quand Hector se présente à la boutique pour répondre à l'offre d'emploi, je reprends les mots du résumé qui sont inclus dans l'édition française, que je les ai vraiment trouvés parfaits. La température monte dans le fournil. Et l'amour semble prêt à éclore. Bon, alors moi, ça m'a vendu du rêve. Donc là, en plus du nom de Mathilde qui m'avait déjà conquis d'avance, je me suis dit, ok, c'est pour moi. Donc il y a beaucoup d'amour dans ce roman graphique, mais attention, il est destiné à tout public. Vous pouvez faire lire à des lecteurs de tout âge. Et on peut le ranger dans la catégorie Young Adult, n'est-ce pas ? Du côté de l'illustration, sa caractéristique, disons, c'est qu'il est en monochrome bleu. Ce qui n'est pas ce que je n'attendais pas d'un comics sur les sentiments et la chaleur des sentiments. Oui, car tout à le bleu fait. est plutôt très froid. Et pourtant, ça marche. Ah, mais comme diraient certaines autrices françaises, le Alors, bleu c'est est une couleur bichrome. chaude. Tu crois qu'il y a une référence ? Non, je D'accord. Non, je pense pas. Mais ça se défend, ça se défend. Ouais, non, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. J'allais juste dire que techniquement, c'est de la bichromie. Bichromie, oui. Alors voilà, justement, je voulais que quelqu'un qui connaît mieux les termes me reprenne. Parce qu'il y a du noir et du bleu. Ouais. Voilà. Merci. C'est très joli, c'est des traits qui font penser un petit peu au manga et puis donc au BD Young Adult aussi, enfin aux comics Young Adult américaines. Et aussi peut-être paradoxalement, donc c'est dans les tons bleus, mais il y a un peu une vibe californienne, j'ai trouvé à ce comics. Ouais. Et c'est paradoxal aussi parce que donc ça se passe plutôt sur la côte est. Mais voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'hybridité, à la fois dans le style graphique, donc qui est manga et aussi américain, et puis ça. Je sais pas, Ben, qu'est-ce que... Si, mais je pousserais même le truc à... En fait, c'est marrant, je pense que chacun peut avoir sa réponse, chacun ou chacune, mais à un moment, je me suis dit, je m'en fous de quand et où ça se passe. Ouais, Je trouve que non, tu peux c'est assez vraiment intemporel. tu peux te poser la question, Ouais. évidemment. Après, le où, effectivement, il ressort plus parce que le décor, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une tranche de vie adolescente. Vous connaissez mon amour pour Dawson, évidemment. Bon, là, on n'est pas dans le pathos comme Dawson, c'est plus un truc assez léger, c'est plus... c'est un truc d'été. Alors, du coup, on reparlera du truc qui s'appelle Printemps, mais bref, pour moi, c'était l'été. J'ai trouvé ça, effectivement, sans parler du graphisme et des couleurs, mais qui sont bizarrement bien choisies. J'ai trouvé ça assez attachant, assez élégant. Et justement, pas gnangnan, genre amourette, premier baiser, tout ça. J'ai trouvé que c'était... tout en... Alors peut-être que certains et certaines trouveront ça trop lent, mais moi j'ai aimé que ça prenne son temps, que tu vois que un sentiment soit exprimé sur une page entière, je sais pas, il soit à un moment dans son lit, il envoie un texto comme on a tous fait, et il n'y a pas de réponse, donc une case où il n'y a pas de réponse, une case où il n'y a pas de réponse, et après il y a une réponse et tu fais yes. Et en fait tu t'attaches à ce personnage qui au final est un peu égoïste, comme n'importe quel adolescent, puisque au début, il veut vivre sa vie de rock'n'roll et aller avec ses potes, alors que ses parents sont en galère, mais bon, en même temps, c'est un ado. Et en fait, tu t'attaches à lui parce que tu te dis... En fait, tu t'attaches à lui et tu dis, non mais mec, tu vas pas partir, tu dois aider à la boulange. Et tu vas rester. Et quand tu vois qu'il commence pas forcément à changer d'avis, parce que ça aussi, c'est très subtil, où tu te dis, ok, c'est bon, il est pas encore parti. Et puis il y a Hector, et puis voilà. Et du coup... Voilà, moi j'ai aimé le suivre, les suivre du coup, tous ces personnages, même la petite bande de potes et tout, les parents aussi. Les parents, ils sont top, ouais. Et je sais pas si tu l'as dit, mais maintenant j'ai envie de faire du pain. Enfin, je veux dire. Du pain au levain. Mais pendant le confinement, t'as pas fait du pain ? Bien sûr. Ah. C'est vraiment un roman graphique du confinement, quoi. Alors oui, il y a du pain, mais au bout d'un moment, quand on arrive un peu plus loin dans le truc, tu dis ok, je veux pas faire du pain, je veux faire des croissants sablés de ouf. Tu sais même pas la couleur que ça a en vrai, puisque tout est bleu, enfin tout est bichromie. Mais oui, effectivement, ils ont réussi à caler ce truc-là. Je te rejoins, c'est assez manga, ça fait penser vraiment au manga de bouffe, où la bouffe est un vecteur, enfin un manga d'ailleurs ou autre, est un vecteur pour les sentiments, on revient toujours au même sujet.
Donc ouais, j'ai trouvé ça très léger, très élégant et justement très réaliste dans alors moi je suis vieux, je me souviens plus de mon adolescence, mais je trouve ça très réaliste dans les comportements, les petits trucs, les petites gimmicks. Enfin, on a tous vécu ça et tu te dis ouais, ok, je sais comment ça se passe, et tu dis putain, à mon avis ça va se passer comme ça, et puis t'es un peu surpris. Donc non, c'est très subtil. Voilà, subtilité, je pense que c'est ce que je retiendrai de ce comics. Ben, on va peut-être pas en dire plus pour pas non, bah pas oui, déflorer davantage, mais dérouler l'histoire. Mais c'est une belle découverte et il y a beaucoup de choses à dire sur la traduction. Donc on enchaîne, Adrien. Quelle cool chaîne. On enchaîne. Bah déjà Mathilde, est-ce que tu l'as lu déjà? Est-ce que... Eh bien oui, je viens de recevoir mes exemplaires. oui, enfin, je l'ai, bien sûr, quand je l'ai reçu, enfin. Comment tu l'as découvert alors le Bloom? Le Bloom, en fait, c'est l'éditrice Anne-Charlotte Welge, donc de chez Jungle Steinkiss, qui m'a contactée. Alors, on avait travaillé ensemble parce qu'avant, elle était chez Pika, l'éditeur de manga, et ils avaient lancé une collection de romans pour laquelle j'ai traduit. Je continue d'ailleurs de traduire des romans. Donc du japonais vers le français. Et ça s'était très bien passé. En fait, on avait fait un Ghost in the Shell ensemble, et puis après un autre roman qui s'appelait Empire of Corpses. Et puis on avait commencé à travailler sur la série des Monogatari de Nishio Ishin. Et puis Anne-Charlotte est partie faire de la BD chez Jungle. Mais on avait gardé le contact, et donc quand elle a eu à la première occasion, quoi, elle m'a recontactée en me disant est-ce que ça te dirait de traduire du roman graphique pour nous, je t'envoie ce texte, dis-moi ce que tu en penses. Donc moi en même temps, moi je fonctionne beaucoup, pas mal à l'affect dans le travail. Quand ça se passe bien avec une éditrice, moi je suis à peu près prête à dire oui, peut-être pas pour n'importe quoi, mais presque. Et quand j'ai vu que c'était du Kevin Panetta et Savannah Ganucho, j'ai fait une petite danse de la joie, quoi, parce qu'ils font partie des auteurs indés que je suis avec beaucoup d'intérêt. Et c'est une veine de comics et de romans graphiques à laquelle moi je suis très sensible. Et donc voilà, je l'ai lu, je l'ai dévoré en une soirée, et je lui ai tout de suite envoyé un mail pour lui dire oui, absolument, banco. Et parce que quand tu dis, t'as dit je t'envoie le texte, dis-moi ce que t'en penses, c'était la BD. Oui, bien sûr, quand je dis le texte, c'est une déformation de l'habitude du roman. Mais bien sûr, elle m'a envoyé le PDF fini, de la VO, de la VO finie. Voilà. Et moi, c'était ma première traduction de graphic novel. Voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours fait du roman classique avec que du texte. De la prose sans images. Exactement. Très bien. Mais qu'est-ce que ça change du coup d'avoir les images, d'avoir les bulles? Alors, c'est surtout ça en fait, parce que d'avoir les images, comme en plus je lis quand même du comics depuis un moment, donc j'étais pas trop déstabilisée. En revanche, c'était moi au départ ce qui m'intimidait. Ce que j'étais pas sûre de pouvoir maîtriser, c'était cette contrainte de rentrer dans la bulle, de pas trop foisonner, parce que c'est un des grands problèmes de la traduction, surtout de l'anglais vers le français, qui est que le français foisonne énormément par rapport à l'anglais, et que donc il fallait garder une certaine concision, il fallait être efficace. Et voilà, après, je sais. Est-ce que tu as vraiment la contrainte de la bulle? Les bulles sont jamais redessinées ou t'as pas. Après, si, je pense qu'il y a bien sûr, il y a du travail, du travail graphique derrière, mais moi j'ai quand même essayé au maximum de pas trop dépasser, quoi. Donc tu étais, par exemple, tu donnais un nombre de caractères parfois, pour certaines bulles, ouais. Et du coup, est-ce qu'on te dit, t'as une consigne de dire ok, il faut que tu traduises littéralement? Bon, après, si c'est ça, j'imagine que c'est pas très intéressant, j'imagine que tu dois mettre un peu ta patte. Et du coup, est-ce qu'il y a des cas où tu dis ok, là, vu ce qui se passe et tout, je vais faire du littéral, ou là, plutôt, je vais réinterpréter, soit parce que ça touche à la culture française, où tu le transformes de culture à culture, ou est-ce que. Pardon, j'interviens. Vas-y, traduis des trucs. J'ai lu. non, mais j'ai lu je n'ai lu que la version originale. Et par exemple, il y a des références musicales à un moment, et aussi des références un peu plus culturelles à d'autres. Et du coup, je n'ai pas encore lu ta traduction, et je me suis demandé, genre, là, ici, si c'est ta propre interprétation, si c'est des consignes de l'éditeur qui te dit, bah, ça plutôt tu gardes, ou ça plutôt t'adaptes. Moi, j'avais pas eu de consigne du tout.
en Ok. fait, en amont. Trop bien. Donc j'ai fait ce que je fais habituellement, quoi, de voir, d'essayer de trouver où placer le curseur justement entre la fidélité à la VO et ses références et avoir quelque chose de lisible pour les Français. Après, j'ai pas souvenir d'avoir changé grand-chose. Il y a, par exemple, j'y ai pensé parce que sur le moment, j'ai tiqué en lisant la VO. Il y a donc c'est Harry qui pour le coup propose sa mixtape Ouais. pour écouter dans la voiture. Pour le Et road trip, ils ouais. lui disent, mais dis donc, c'est du Air, du Phoenix et du Spoon. Est-ce que c'est un tuto de rock des années 2000 ? En fait, moi, à ce moment-là, ce qui m'a le plus choqué, c'est de me dire, mais quel adolescent, si ça se passe aujourd'hui, quel adolescent écoute du Spoon, Air et Phoenix, enfin, très bien, tu vois, mortel. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je crois pas. Et un peu plus loin, la même bande de gamins font une référence à Yoko Ono. Et honnêtement, je suis même pas sûr que ce soit de ma génération, tu vois, de faire des références à Yoko Ono. Tu vas te dire, ça va devenir la Yoko Ono du groupe. Ouais. Après, Ok, enfin, tu vois, nous, on peut comprendre de quoi il s'agit, mais On en Un parlait, gamin de 17 ans on dirait parlait ça. de la temporalité en antenne et je te disais, Harry il a un smartphone donc c'est forcément un peu récent, Ouais. mais peut-être qu'il y a des anachronismes Oui, tu vois, peut-être. assumés, ou ça se trouve il parle. Enfin, je sais bon, pas. après, il se moque de lui quand il sort Oui, de la oui, musique des j'imagine, années ouais. 2000. Donc Ouais, c'est que potentiellement, c'est Ouais, déjà. c'est déjà- un peu Mais je vieux. pense qu'effectivement, Yoko Ono, elle est peut-être plus présente encore maintenant dans la pop culture américaine ou anglophone qu'elle ne l'est dans la. Et ça, par exemple, tu dans l'as la laissé pop tel culture quel française. Ah oui, Ouais. bien sûr. Ah, tu vois, je me Ouais. suis demandé, est-ce que ça, typiquement, ça demande un arbitrage parce que tu pourrais admettre qu'en français, et si tu t'adresses young adulte, est-ce que ça va marcher ou pas quoi. Bon, Non, après. ça pour le coup, on l'a gardé tel quel. Mhm. Justement parce que c'était. Moi, je me serais pas permis de le changer. Non, puis en plus, C'est- en l'occurrence, je pense que la référence à Yoko Ono, c'est difficile de l'adapter en me disant Ouais. qu'est-ce que tu mets à la place quoi. Roger Goya, un truc comme ça. Bah, Est-ce que quand t'as lu, t'as peut-être une déformation professionnelle, est-ce que quand t'as lu la VO, t'as traduit des trucs dans ta tête en disant tiens ça je mettrais ça? Ouais, ouais, en C'est un peu lisant, chiant, ça. ouais, mais non, justement, ça c'est bon signe. Quoi. Oui mais genre c'est Justement, fatigant, voilà. si tu veux lire un truc tranquille. Tu sais, c'est comme Ah, les gens qui ouais, font des bah. FX au cinéma et quand ils vont voir un film ils voient tous les effets spéciaux. Du coup, Ouais, je sais pas. Moi j'ai l'habitude. En plus, avant de faire de la traduction, je faisais de la musique. Donc moi, quand j'écoute de la musique, j'ai toujours une partie du cerveau qui analyse. Donc c'est ça, je d'accord. pense que c'est juste un état normal chez moi, quoi. Donc Ça retire rien voilà, au plaisir. Non, absolument pas. Au contraire, même. Ouais. Et tu dis que c'est plutôt bon signe quand tu commences déjà. Ouais, quand je lis un texte, que ça soit un roman graphique ou un texte classique de prose, quoi. C'est vrai que en général, c'est plutôt bon signe quand je commence à lire et puis qu'il y a des passages où je me dis tiens, ce dialogue, quand je le rendrai en français, c'est effectivement, c'est-à-dire que tout de suite, ça m'accroche quelque part, quoi. Et du coup c'est quoi comment on va dire, les thèmes qui t'accrochent ou en tout cas je sais pas comment formuler ça. Quand tu lis cette BD, pour savoir la façon dont tu vas traduire, parce que tu dis que là t'avais carte blanche, c'est sur quoi tu t'attaches, sur les personnages, sur justement, est-ce que tu t'aides du dessin pour te dire voilà, je vais plutôt faire une narration comme ça, ou est-ce que tu te bases vraiment sur la prose de base, enfin le ton de base? Vraiment sur le ton de la D'accord. prose et puis les personnages, quoi, Ok. qui vont bien sûr influer sur la façon dont on va traduire leur parler à chacun, quoi. Ouais, parce qu'en plus là, il y a vraiment des voix, comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut faire rendre. ressentir, Ouais. Et est-ce qu'on peut parler du titre, justement, de la traduction du titre Ouais. Bah, c'est qui est marrant Bloom. parce que quand on a fait le conducteur et que tu disais c'est Bloom, j'arrivais plus à retrouver en fait la façon dont Bah, c'était traduit. C'est fleurir, bourgeonner. Voilà, c'est ça. Éclore. Mais ça se passe à Orlando? Non, on voit pas, Non. je fais une tête. Quoi, Non. le Seigneur des Anneaux. Pardon. Non mais ouais, effectivement. Donc du coup, c'est vrai qu'après, en retrouvant le titre français, je me suis demandé si c'était le rôle en fait du traducteur ou de l'éditeur plutôt de gérer la traduction. En l'occurrence, là, c'est pas toi, c'est ça? Non, là c'est pas moi. Le titre, il est intervenu quand, le titre? Je crois que c'est au moment où je l'ai rendu, où on m'a dit ouais, on va appeler ça La Saveur du Printemps. Moi, j'avais pas du tout d'idée de titre. Alors après, bon, c'est vrai que nous, on peut proposer des titres, hein, bien sûr. On y est même invité, mais je veux dire, dans 99% des cas, le titre il est décidé à l'éditorial. Et donc là, effectivement, c'était le cas. Parce qu'il y a trop de poids marketing dessus. Je pense, ouais. Ouais.
Oui, parce que c'est quand Ah ouais, même. d'accord. Et c'est rigolo parce que, enfin, tu pourrais te dire. Bloom, en fait, en français, je pense que personne ne sait vraiment exactement ce que ça veut dire, mais ça a le mérite d'être assez graphique et assez court. Et puis, tu vois, tu sais, je sais pas, c'est le genre de mot qui tombe un peu comme ça et qui tombe bien. Je ne saurais pas le dire autrement, mais ça pourrait fonctionner, tu vois. Tout le monde pourrait se dire, je vais lire Bloom, quitte à ne pas savoir exactement ce que ça veut dire. Ici, je trouve qu'on gagne en poésie. On ajoute un sens, mais tu vois, avec les saveurs, du coup, on ajoute quelque chose. Ouais, la machin. boulange. Oui, mais par contre, on perd le côté, qu'on appelle ça. J'ai pas le mot dans ma tête, mais il y a fleurir dans le sens, bah voilà, c'est la nature La et tout, mais métaphore. la métaphore, mais il y a aussi, bah, c'est l'adolescence, donc tu mûris, tu fleuris. Si on pousse le truc un peu, si on veut sexualiser, de dire, bah là, c'est les premières amours et tout, tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il y a aussi il y a un sens. Vas-y. Il y a un sens sexuel aussi à Bloom. D'accord. Dans l'argot gay. Ah bah je savais pas. Très bien. Et il y a d'ailleurs une chanson de Troye Sivan qui s'appelle Bloom. Et je me demande si c'est pas même le titre d'un de ses albums. Et qui fait explicitement référence à ça. Mais évidemment, si on n'a pas le code, on le sait pas. Quoi. Donc, sûr, quand tu écoutes la chanson de Troye Sivan, il y a une vidéo très drôle sur YouTube de gays d'un certain âge qui réagissent à cette chanson de Troye Sivan. Donc c'est des générations complètement différentes et qui écoutent et qui disent c'est charmant, oui, Bloom fleurir comme il fleure et tout. Il y en a un qui dit attends. Ah, donc c'est. Ouais. Donc Après, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce titre-là en anglais? Je pense pas. Ah, tu penses que c'est un hasard? Non, après j'imagine qu'ils doivent avoir je sais pas du tout en fait. Est-ce qu'ils curieux avaient ce hasard, sens peut-être pas. Mais voilà, après c'est vrai que c'était un sens qu'on n'a pas nécessairement besoin de garder dans le titre. Mais non, parce que pour le coup là, ce roman graphique il est pas du tout explicite. Non, ça reste très soft. C'est très. Et du coup, alors pourquoi du printemps alors que ça se passe en été? Alors, non mais pardon, je suis chiant, mais tu bloques sur un truc. Je comprends pas. En fait, on dit c'est moi qui dis de la merde. En vacances de pendant tout le printemps. truc, je me suis dit ok, bah c'est en été. Non, mais effectivement, oui, ça se passe pendant l'été. Il y a pas les cours et tout, quoi, tu vois. Ouais, ça se passe pendant les vacances d'été. Non, après quand même, le printemps, il y a ce côté justement, le renouveau, la floraison, l'image, les premières amours. Il y a aussi je pense que le fait qu'Anne-Charlotte ait travaillé sur du manga avant est pas non plus étranger à ce choix de titre, qui est que justement dans le manga il y a cette image de le printemps de la jeunesse, c'est cette saison perdue à laquelle on reste très attaché, qui est très fraîche, très et donc et c'est drôle parce que on s'est revu avec Anne-Charlotte il y a pas longtemps et on a reparlé de ce titre parce que moi effectivement quand elle m'avait dit on va appeler ça la saveur du printemps parce que c'est mignon, c'est printanier, et je dis mais ça se passe en été. Et quand j'ai reçu mes exemplaires et que je les refeuilletés, je me suis dit mais en fait c'est vrai que ça marche tellement bien parce que c'est effectivement la sensation, la saveur qu'on en garde après la lecture de quelque chose de très frais et printanier, quoi. Même si ça se passe en été. Okay, mais voilà, il y a aussi ce côté californien, comme tu disais, alors qu'on est sur la côte est, donc voilà, c'est une œuvre de paradoxe. Non, et puis je sais pas si c'est sûrement voulu par les éditrices, mais les termes, la saveur du printemps, c'est aussi assez japonisant. C'est des choix de titres de films. Je sais qui. Là, j'ai pas d'exemple. L'odeur de la papaye verte. Voilà, qui là est pas japonais, mais il y avait pas un film, c'était pas. Il y a un truc avec une pastèque aussi. Il y a la saveur des ramen, mais qui est pas japonais. Oui, c'est ça, la saveur des ramen. Non, effectivement. Qui est coréen, mais il y a, je pense que c'est peut-être sur ce terrain-là aussi qu'elle voulait amener et qui est tout à fait juste, je trouve, qui fonctionne. C'est vrai qu'elle a raison, c'est plus poétique. On a une question sur le Discord de Fanny qui nous demande, pour toi Mathilde, est-ce que c'est difficile d'adapter le ton de trad pour faire parler des ados ou des jeunes adultes sans que ça fasse adulte qui essaie de faire jeune? Alors ça, je sais pas si je suis la mieux placée pour répondre en fait, parce que je pense que c'est plutôt les lecteurs et les lectrices qui vont dire. Mais tu t'es peut-être posé la question. Est-ce que ça rend bien? C'est en fait une question que je me pose depuis quasiment 10 ans que je fais de la traduction, puisqu'il se trouve que je me suis retrouvée par les hasards de la vie à me spécialiser un peu dans la littérature young adult, justement. Donc, et c'est aussi ce qui a contrebalancé. Au début, comme je disais, j'étais intimidée par cet exercice de traduire un roman graphique, donc avec ses contraintes de place. Et à côté de ça, j'avais cette, je vais pas dire la confiance, quoi, mais d'un autre côté, comme ça se rapprochait de ce que je traduis en littérature
Donc je me disais, bon, j'ai au moins cet atout-là d'être déjà dans cet univers, dans ce parler, dans ces voix-là, comme pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure. Et du coup, je me disais, mais finalement, est-ce que ça ne va pas rejoindre l'exercice de traduire les dialogues dans les romans young adult que je traduis? Et effectivement, je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi, justement. On peut peut-être préciser notamment que tu as traduit la série des Love Simon de Becky et Albertalli. Qui effectivement, finalement est assez proche. Avec des thématiques proches aussi de découverte de soi, d'affirmation de son identité. Autre question, le Discord est déchaîné. Et aussi la thématique du bleu, puisque dans Love Simon, qui est l'histoire d'une romance un peu 2.0 entre un lycéen qui commence à échanger des messages avec un inconnu qu'on espère beau et dont le pseudonyme est Blue. Ah oui, donc il y a quelque chose. J'allais dire que je connais pas la BD, mais j'ai vu le poster de l'adaptation Netflix, je crois, et c'est rouge. Le film, la couverture du roman est rouge. D'accord, aussi. Ok. C'est bon, j'accepte. Je disais, le Discord est en feu. Il y a Matt Satonaka qui te demande est-ce que tu traduis les onomatopées? J'ai lu un peu Blanquette cet après-midi et ce n'est pas traduit. Alors, qui se demande du coup si toi, tu le fais. François, t'es gentil, mais c'était ma question sur les onomatopées. Ah pardon, on annule cette question. Adrien, tu couperas. Donc Lulu, t'as une question? Alors moi, quand j'ai rendu mon fichier, j'ai traduit les onomatopées. Et après, parce que c'est des onomatopées. Onomatopée. Oui. Onomatopée un peu spéciale, non? Parce que justement, j'ai un souvenir où à un moment il y a une onomatopée en français où c'est glisse. Et j'imagine qu'en anglais c'était slide. Ça devait être slide ou. Mais qui est pas du coup de l'ordre d'une onomatopée normale. Non, c'est c'est vraiment c'est accompagner le geste et décrire le geste. Ouais, t'as des. Je sais plus, il y a un moment, je crois, en anglais, j'ai lu, il y a knock 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 que tu peux pas laisser. Mais t'es obligé de mettre toc toc, Oui. Je crois. Après, des fois, là, c'est pas trop le cas parce que ça reste assez sage graphiquement. Mais si on reparle de Daniel Ryan Johnson, lui, il fait les onomatopées, c'est organique. Donc tu peux pas, à moins qu'il y ait un gars qui repasse derrière, mais ça m'étonnerait. J'ai pas les VF. Oui, ça fait partie de. Ça, c'est un dessin en fait. Le truc, c'est un décor, tu vois. Donc et d'ailleurs, question de publication, justement, donc là, tu as traduit les onomatopées, donc c'est un élément graphique en lui-même. Est-ce qu'il y a une personne en France qui a refait le graphisme avec... Tu sais comment ça fonctionne? Oui, il y a un graphiste qui retravaille derrière, effectivement, pour adapter. Mais alors, ce que tu disais là sur le... C'est le travail que faisait Alexandre Sauzed. Parce que là, on l'a interviewé. Lui, sur il était plutôt côté mise en page, donc il s'occupait pas de la traduction, mais il s'occupait de récupérer le texte du traducteur. On aura bientôt fait toute la chaîne graphique. Et lui, il retravaillait beaucoup ça, et on lui avait posé la question justement, est-ce que tu peux altérer la taille des phylactères? Est-ce que tu dois retoucher les trucs? Et il disait en gros ça dépend. Certains éditeurs m'envoient des PSD super complets, du coup j'ai accès à tout. Des fois c'est de la grosse bricole, des fois c'est mort. Bref, je vous invite à réécouter l'interview d'Alexandre si vous voulez en savoir plus sur l'intégration. Mais effectivement, oui, c'était sur le Daniel Warren Johnson, c'était un des éléments qui m'ont tout de suite frappé, effectivement, graphiquement, c'était l'intégration des onomatopées qui était absolument extraordinaire. Et ça m'a rappelé un thread que j'ai vu un fil que j'ai vu sur Twitter, où, alors je crois que c'était aux États-Unis, et il y avait des gens qui s'extasiaient sur une publication de manga. Alors je me souviens absolument pas du titre, ni de l'auteur, ni rien, mais où ils avaient retravaillé, intégré la traduction des onomatopées. Et c'était des onomatopées qui étaient comme ça très spectaculaires dans le dessin. Et le graphiste qui avait fait l'adaptation derrière, il avait fait un travail de malade. Il avait copié pour que ça rentre dans le... Oui, c'est-à-dire qu'il avait laissé la VO et intégré la traduction, mais c'était hyper bien fait, c'était pas du tout... Et c'est là que tu dis, il y a vraiment un travail incroyable. Il faut avoir le temps, mais ça fait plaisir, carrément. Non, j'allais dire que Bastien, sur le Discord, faisait remarquer qu'effectivement, il y a une grande tradition de l'onomatopée dans le manga. Oui, et du coup, ici, alors moins violent que dans certains vrais mangas, entre guillemets, parce que ce n'est pas un manga non plus.
mais il y a quand même une place, je trouve, ça m'a marqué. Tu vois, j'ai vu beaucoup quand même de petites onomatopées un petit peu partout. Ouais. On Et comprend que c'est des onomatopées plus quasiment de sens autant que de son. Ouais. Et effectivement. Ouais, et c'est là aussi, je pense qu'on sent vraiment l'influence manga. Aussi. Parce que ça, pour le coup, c'est ce que font énormément les Japonais. Utiliser parce qu'ils ont des onomatopées pour tout, et c'est pas seulement pour des sons, ça va être pour des textures, ça va être aussi pour exprimer des émotions, des attitudes. Je crois qu'il y en a là quand ça pétrit un petit peu. Tap, tap, tap. Est-ce que du coup tu as dû faire des recherches avancées en boulangerie ou en d'autres choses? Est-ce que tu l'as interviewé des apprentis boulangers? Non, je suis pas allée interviewer d'apprentis boulangers. J'ai fait très attention parce qu'il y a une recette qui est incluse à la fin. Ça c'est super. Et donc j'ai fait très attention de bien respecter en retranscrivant les proportions parce que parce que ils écrivent pas de la même façon quoi. Les Américains, ils ont une drôle de façon de mesurer la farine et tout quoi. Voilà. Donc j'ai vérifié. Et non, j'ai pas fait de recherche là-dessus. En revanche, ça m'a donné très très envie pour le coup de pas seulement de faire du pain, mais d'essayer, parce qu'il parle aussi pas mal. Il y a une fascination pour la pâte philo qui est comme cette spécialité grecque, parce qu'il y a une très très belle scène où on voit les parents qui travaillent la pâte philo, et du coup ça m'a les Grecs et la philo. Oh bah oui, merci. Mais du coup je me suis lancée dans la spanakopita et ça a été délicieux. Alors j'ai pas fait la philo moi-même, j'en ai trouvé heureusement en magasin, mais voilà, et donc il y a cette spécialité aux épinards et à la feta avec cette fameuse pâte philo croustillante. Il est loin le boboon là, moi je commence à avoir faim. Ben, est-ce que tu as des petites questions? Bah non, moi j'ai posé tout ce que je voulais. En plus, des fois, tu as répondu à des trucs que je me demandais. C'est pas très français, mais on a compris. Donc non, c'est parfait. Je trouve ça passionnant. Voilà. Est-ce que du coup, ça te donne envie d'en faire d'autres? Ah oui, carrément. Mais j'en ai déjà fait 2 autres en fait, toujours pour Jungle, voilà. Okay. Dont un qui sort en août, qui va s'appeler en français Les Règles de l'amitié, et qui pour le coup sera en bichromie noir et rouge. Ah, tu vas nous faire le drapeau français? Non. Et après c'est noir et blanc, c'est de la monochromie. Donc, merde. Moi j'avais une dernière question. Vas-y, t'as tout ton temps. Donc tu as traduit Love Simon, comme on disait, la saveur du printemps. Et donc c'est des thématiques communes justement sur l'identité gay en particulier. Est-ce que c'est quelque chose auquel qui te tient à cœur et que tu penses qu'il est important des œuvres qu'il est important de traduire pour un lectorat français qui n'a pas forcément accès en français, dans la langue maternelle, à ce type d'histoire, à ce type de représentation d'identité? Ah oui, totalement. Ouais. Oui. Au début, ça s'est fait un peu par hasard, mais il se trouve que oui. Chez Hachette, maintenant, j'ai traduit pas mal, majoritairement des textes en rapport avec les thématiques LGBTQIA+. Et oui, moi, c'est un engagement qui me tient à cœur, effectivement. Je trouve que c'est des bouquins qu'on aurait envie que moi, pour le coup, j'aurais aimé pouvoir lire quand j'étais gamine ou ado, quoi, voilà. Et on sait que c'est très très important pour les jeunes LGBT de se voir représentés, de savoir qu'ils sont pas seuls et qu'ils sont pas anormaux, etc. Quoi. Voilà. Et après, voilà, je pense qu'il faut aussi au bout d'un moment sortir des histoires de coming. D'ailleurs, ici, c'est pas l'histoire d'un coming out, c'est vraiment l'histoire d'une romance. Mais et je pense que pour l'instant, je crois qu'en France, on est un peu en retard quand même sur les États-Unis, où on est encore beaucoup dans des histoires de découverte de son identité, de coming out, etc. Alors qu'eux, ils ont vraiment un train d'avance. Mais je pense qu'on va les rattraper petit à petit. Et c'est très important pour moi de normaliser ces histoires-là, ouais, bien sûr. Je suis en train de me demander, vu qu'on parle de diversité et tout, c'est possible un jour l'écriture inclusive dans les BD ou c'est pas, je sais pas si je réponds à ma propre question. Mais est-ce que tu peux faire parler les personnages en écriture inclusive ou pas? Ou est-ce que c'est inutile ou est-ce que voilà, c'est ça. Est-ce que ça a eu une pertinence? Un personnage qui ne saurait pas à qui il s'adresse, par exemple. Non, mais par exemple, si moi j'écris quelque chose, je m'exprime, et pourtant je l'écris inclusivement. Donc, oui, mais parce que tu sais pas qui lit ou tu sais pas. Tu veux dire là, il s'adresse. Bah oui, mais en narration, par exemple. Le narrateur, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément dans des bulles, effectivement, parce que si tu parles à quelqu'un, tu sais à qui tu parles, mais
Quelqu'un qui ferait une narration. Je sais pas, je me posais la question. Bah, C'est peut-être con comme question, mais. Alors, il y a la contre, question de la langue. En anglais, c'est quand même plus facile. La langue anglaise permet une annulation justement de la binarité qui enfin, je sais pas si c'est des questions que tu es amené sur lesquelles tu es amené à réfléchir, mais en français, c'est quand même compliqué. Enfin, on essaye de... le français est une langue genrée, quoi. Voilà. Donc, alors, on peut passer par les IL, les CLE, etc. Il y a quand même une réflexion qui est menée. Le pronom, ça peut être une question. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un personnage qui aurait un pronom éventuellement. Et bon, comme tu le dis, on n'est pas prêt. Enfin, je veux dire, on est encore un petit peu en retard, comme tu disais, mais ça viendra peut-être. Non, je sais pas par rapport à elle disait qu'on puis surtout, je crois qu'il faudrait que ce soit porté par un auteur pour qui ça a du sens. Oui, pas juste le faire pour le faire. Voilà. C'est comme. On revient aussi à Far Sector où c'est des gens qui portent leurs histoires et qui fait que ça a un sens. Oui, c'est pas mal placé. Si t'as un personnage noir pour avoir un personnage noir ou un personnage gender fluid pour c'est un début mais dans la représentation, mais il faut que ça ait un sens et que ce soit pas au hasard, quoi. C'est incarné, quoi. Merci énormément pour ces belles paroles. Je vous propose qu'on accélère le rythme parce que mon fichier va être beaucoup trop lourd. Oui, il est 23h36. En plus, Mathilde, elle disait moi je veux pas rentrer tard. Alors, c'est le moment où je mets un petit jingle. Vive. Je chante un petit peu comme ça parce que c'est Mistral gagnant ou c'est... Ah ouais. On va passer donc à une dernière partie rapidou. Je le redis, Mathilde, du coup, si tu dois filer, n'hésite pas. En douce, sans dire au revoir. À devoir filer à l'anglaise ou en français, puisque tu es traductrice. Oh, elle est bien. C'est le moment de l'émission où on devrait parler de The Heart of Batman. Oui. Le cœur. Et on va pas le faire ? Bah si, mais d'abord, j'ai envie de vous parler rapidement du Patreon de Vaisseau Hyper Sans Sas, notre collectif incluant Comics et Podcast, Le Défaussé, Whisperos est maintenant très officiellement comité, dont l'épisode 18 vient d'être enregistré. Absolument. Et il y a un Whisperos dont un nouvel épisode vient de sortir. Voilà, pardon, je me suis embrouillé. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts à annoncer ? Je suis sous NDA, je ne peux rien dire. Parlez à mon avocat. Veuillez cesser de m'importuner maintenant, s'il vous plaît. Bref, foncez sur patreon.com/vaisseau hyper sans sas pour nous soutenir en filant quelques menus pécules. Cela nous permettra d'atteindre des objectifs aussi incroyables que payer nos hébergements de MP3, louer un studio que tous nos podcasts commencent à regagner, acheter nos 3 micros manquants, racheter un pied qui tient à la table, faire venir plus d'auteurs, d'illustrateurs, de traducteurs, de leur payer une bière plutôt que de leur demander de ramener une gourde. Mais encore, programmer des lives, des apéros, des déplacements partout en France. Devenir Patreon donne accès aux coulisses des enregistrements via des bonus exclusifs de l'Apster. Ça veut rien dire. De l'Apster. On organise des tirages au sort pour gagner des lots, genre le tome 1 de Descender, qui au moment d'écouter l'épisode est déjà remporté par quelqu'un. Ouais. On cite vos noms plus ou moins correctement pendant chaque émission. Par exemple, merci à Mythe Satonaki, ou Régent, ou Perchouk. Merci également à Nifa Elielno. Par exemple. On vous laisse squatter nos canapés virtuels pour assister à un enregistrement. Je suis désolé, je parle comme un mongol. On le retournera. Non, mais j'ai l'écho de ma parole dans mes oreilles, c'est insupportable. Bref, si vous pouvez nous soutenir d'une façon ou d'une autre, toutes les infos sont sur patreon.com/vaisseau hyper sans sas, où vous pouvez tout simplement aller coller 5 étoiles sur notre fiche iTunes en nous suivant sur les réseaux sociaux, en invitant vos amis sur le Bouya Comic Club ou sur le Discord, nous faire des petits bisous, et tout ça. Alors là, c'est le moment rigolo où je dis « Alors, ce documentaire qui nous fait un résumé ?» Et je suis littéralement seul dans la pièce. Voilà, donc je vais meubler. Je suis pas parti. Je suis là, Adrien. Non, mais on peut dire coulisses. C'est que Mathilde a dû filer, donc on l'a accompagnée à la porte. Exactement. Voilà, sinon, on a que de... Ça va, toi, sinon ? Écoute, ça va pas mal. Tu feras un montage, c'est ça ? Je sais pas.
Batman, The Animated Series Heart of Batman, un documentaire donc qui a été documenté déjà Oui, dans un premier temps, bien. il a été documenté. Ensuite, il a été diffusé sur la chaîne de Warner Bros Entertainment, une chaîne à 1 million d'abonnés. Voilà, c'est une information dite comme ça. Diffusé, c'est pas mal. Enfin. C'est pas mal. Diffusé en live le 16 juin, donc c'est tout frais. Putain, c'est pas vrai que Ben il s'est barré. On vient de m'apprendre, pendant cette petite coupure pub, que en fait c'était déjà dans le coffret Blu-ray de Batman. C'est quand t'as trop bu. Alors, qui peut nous présenter rapido cet enchaînement d'interviews autocongratulatoires? Oh, ça va alors justement, ça va au-delà, et moi il me semble, de l'autocongratulation. Oh non, il n'y a pas de... Parce que ça met vraiment en Ça se pignole avant un peu, des acteurs du secteur et des actrices du secteur qui ne sont pas, dont je sais pas, le rôle n'est pas forcément connu. Alors oui, Bruce Timm, il se la pète. On le dit clairement. Il a pas l'air d'être très sympathique comme personne, mais on s'en fiche, il dessine bien. Alors après, peut-être qu'on va... Je pense qu'il sait qu'il est brillant et donc du coup il se la pète. Voilà. Mais c'est pas grave, on n'aime pas les gens qui se la pètent, mais il est brillant. Mais du coup, c'est un peu une galerie de portraits des personnes qui ont permis déjà au projet d'émerger, parce que c'était pas gagné à la base, et ensuite d'être une œuvre complète, donc du chara-design à l'écriture, mais aussi jusqu'à la composition de la musique et au choix des acteurs pour les personnages. Alors, je sais pas, on va pas refaire le documentaire à l'oral, mais... Ce qu'on peut dire, en fait, ce que moi, si je peux me permettre, vas-y, je t'en prie. ce que j'ai trouvé, parce qu'évidemment, on connaît tous la série, on a majoritairement vu quand on était petit ou pas, mais en tout cas, elle est très connue. Beaucoup de gens pensent que c'est possiblement la meilleure adaptation hors comics de Batman. Enfin, voilà, je suis assez d'accord avec ça. Ce que j'ai trouvé vraiment cool dans ce docu, c'est que ça te montre à quel point ça a changé et comment l'animation sera faite après. Comment ça a bousculé ce qui était mis en place, à savoir les dessins animés du samedi matin, enfin surtout là c'est axé États-Unis évidemment, les dessins animés du samedi matin genre Hanna-Barbera, ou même ils font le parallèle avec Super Friends où Batman et Superman et les autres c'est vraiment gaguesque, ou même Batman 66 où t'as vraiment, c'est pour les enfants le matin. Et ils te disent que sur plein de productions, il y avait juste pas assez de thunes et qu'il fallait juste remplir les cases de il faut occuper les gamins, il faut pas que ce soit violent, il faut pas qu'il y ait des objets du quotidien parce que sinon les gamins ils peuvent les utiliser chez eux, voilà, toutes les contraintes et tout ça. Et en fait, tous les gens dont Lulu parlait prouvent, à force de parler et puis en remontant la timeline, prouvent qu'en fait ils ont réussi à chambouler tout ça et à faire de la thune, parce que faut quand même, à la base, il faut faire de la thune avec ça, avec ce qui est devenu un monument. Tous les feux sont au vert. Ils ont réussi à forcer le truc pour... il y a eu 1000 raisons. Il y a eu Spielberg qui a mis de la thune, plein de petits éléments comme ça. Et de dire, venez, on fait un truc pas forcément violent, mais en tout cas qui est moins édulcoré que les trucs pour enfants, qui raconte quelque chose, qui est beaucoup plus cinématographique que les dessins animés du matin. Et d'ailleurs, ils le disent à un moment, ils disent, on a traité ça pas comme une série télé, mais comme des films à la suite, quoi. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais voilà. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant, au-delà de l'amour que j'ai pour ce truc-là, de découvrir comment ça a été fait, c'est ce que tu disais, et à quel point ça a tout pété, quoi. Ouais, ça parle de avant, en fait, si tu dois prendre des références de super-héros animés juste avant ces Super Friends, ce qui est à peu près une cata, c'est vraiment une grosse blague. Et je trouve qu'en fait, c'est le point le plus fascinant, c'est ça, c'est le challenge relevé du coup de faire de l'animation qui n'était pas juste pour les enfants, et vraiment ce qui est relativement bien expliqué, c'est le contexte, quoi. C'est genre à quel point à ce moment-là, avec le recul, on se rend pas forcément compte de la difficulté de faire passer ce truc, mais que en fait c'était pas comme ça qu'on faisait de l'animation, pas avec ces moyens, pas avec ces gens-là, pas avec ce genre de production, pas sur ces networks, pas avec ces producteurs, voilà. Mais moi je suis assez mitigé sur le documentaire, en fait, parce que clairement il m'a donné envie de regarder du Batman, tu vois, ça c'est cool. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a des acteurs clés qui manquent, et tu vois,
je trouve ça bizarre de pas avoir d'interview de Mark Hamill, tu vois, et de mettre genre. Mais c'est un petit footage vite fait, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'était genre special thanks à la fin. Mark Hamill. Je me suis vraiment dit, bah merci pour rien en fait. Genre, merci de pas être venu, c'est génial. Bah, il était peut-être en train de faire Star Wars au moment où ils ont fait. Oui, bah chacun sa merde. Non, mais après, tu t'as te les- démerdes, tu prends un avion depuis Dagoba, tu reviens, c'est simple. Non, mais je sais pas. C'est. Après, il y avait les rockstars du projet, c'est-à-dire que je suis d'accord, Mark Hamill, il n'y a pas le Joker s'il n'y a pas Mark Hamill, Ouais. ça, on est d'accord avec ça. Mais le docu, il est quand même, et c'est là que je suis d'accord avec Lulu, ok, il y a eu tous les acteurs, mais enfin les acteurs dans le sens des comédiens et les comédiennes de doublage. Ah. Oui. Mm. Mais les rockstars du documentaire, c'est Bruce Timm, Paul Dini, Eric, je sais plus comment il s'appelle. le gars Radomski. Voilà, le gars qui a fait les décors qui sont tarés. La productrice, pareil, Ouais, dont j'ai oublié le nom. Jean McCurdy. Voilà, qui elle est. En fait, c'est eux, c'est le quatuor. Voilà, donc pour moi, c'était. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais après, c'est peut-être des erreurs d'agenda, j'en sais rien. Mais pour moi, les 4 personnes qu'il fallait surtout entendre et voir décortiquer chaque aspect du truc, pour moi, c'était plus eux. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéressait dans le documentaire. Si je veux voir Mark Hamill parler du Joker, je pense qu'il y a des trucs. Mais après, je comprends que ça t'ait manqué. Moi, je sais pas, j'étais un peu semi tout le long pour arriver à ma critique principale. C'est la putain de musique. Ce qui est horrible, c'est Ah, moi, j'ai bien aimé. de la synthwave tout le long. Alors, tu penses que Qui c'est est pas adapté, mais la surmixé. musique en elle-même, elle est. Bah, elle est Après, bien, moi, je mais sais elle pas est ton complètement oreille, mais- hors contexte. Ouais, Non, moi, mais j'aime bien le décalage, justement. elle est très fort. Ah, ouais. Vraiment, le son, c'est abusé, c'est une cata. Je me dis, mais qui produit un documentaire Ah, j'ai comme bien ça aimé avec la la musique. musique à patate? Mais je n'arrivais pas J'ai pas à fait entendre gaffe. les mots de certaines personnes, quoi. Patate, nanana. Et ouais, c'est ça. Et la musique, elle est complètement hors propos. Et genre, il faut attendre 36 minutes pour entendre un bout du score original, posé sur des concept art. Et ça dure 3 minutes, je crois. Et après, bam, c'est reparti Synthwave. Vous aimez Batman, c'est parti. Et pourtant, putain, j'aime bien ce genre de musique, tu Ouais, vois, ouais. j'ai rien contre. Moi, j'ai bien aimé franchement, le c'était décalage. relou. Ouais, je peux Oh, comprendre. putain. Et en plus, il y a vraiment un truc, à un moment trop drôle. Il parle des conditions d'enregistrement du score de la série animée. Et Posé par Shirley Walker. exactement. Regretté. Et Feu. et là, il y a quelqu'un qui dit genre non mais on avait des vrais instruments, vous comprenez, pas des synthétiseurs. Et donc tu sais quand la BO du documentaire depuis Ah le oui. début c'est que des synthétiseurs, c'est Ah, quand même ouais, assez drôle. Mais sorti de cette vanne, c'est assez marrant effectivement de penser qu'à l'époque quand même les séries animées, j'en avais pas ce genre de Ben non, cachet quoi. clairement pas. On n'allait pas chercher un orchestre philharmonique pour te faire ta BO. Et quand il parle des synthés, Sûrement toujours pas maintenant d'ailleurs. Enfin, si. bah en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des banques de sons et des synthétiseurs ou des sampleurs qui sont suffisamment balèzes Performant, ouais. pour faire. Enfin, tu vois, même Hans Zimmer, en fait, il tourne, il est pas toujours avec un orchestre philharmonique. En fait, il y a énormément de digital. C'est des banques de sons. Non mais je veux ça dire marche. pour des dessins animés. Mais oui, pour des dessins animés. Ouais. Mais à l'époque, enfin, du coup, en même temps, t'as les aventures de Tintin. Enfin, Mhm. d'ailleurs, même les aventures de Tintin, je crois que c'est un poil plus tard. Et là, pour le coup, tu réécoutes aujourd'hui la BO de Tintin. C'est drôle parce que c'est à vocation orchestrale. Mhm. Et quand tu réécoutes, tout est fait au synthé. Mais attention, hein, parce que les synthés de 91, ça pique, quoi, tu vois. Et je vous invite vraiment, ou pas d'ailleurs, à réécouter la BO de Tintin, des aventures de Tintin, parce que ça pique les souvenirs. Voilà. Ça pique à Ross, non, je pense. Oh yes. Mais tu vois, enfin, je sais pas si je suis en désaccord avec toi sur le côté branlette, genre on est les meilleurs et tout. Peut-être. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça, à part pour Bruce Timm. Pas je suis le meilleur, mais on voit qu'effectivement, il sait qu'il a créé, enfin, il a co-créé le truc, donc il sait qu'il est responsable en très grande partie du succès et de l'œuvre que c'est devenu. Mais moi, c'est surtout ce côté réunir des gens qui étaient irréunissables, je sais pas comment on dit, qu'on pouvait pas réunir forcément. Alors évidemment, il y avait de la thune sur la table aussi, on a parlé de Spielberg pour Warner et tout ça, mais de se dire ok, lui il est trop cool, j'avais bossé avec lui sur un autre truc chez Hanna-Barbera, je le voulais, et on a attendu qu'il finisse son boulot pour qu'il vienne. Elle c'est une compositrice, elle avait bossé avec Danny Elfman, donc on la prend. En fait c'est genre la Dream Team, et qui arrive, alors déjà arriver à réunir ça, mais ça c'est peut-être plus de la logistique et du management et de la prod, mais c'est aussi de se dire on a envie de créer un truc qui n'existe pas et qui est quasiment interdit. Enfin, vu tout ce qui balance, tu pouvais pas faire des guns, tu pouvais pas. Enfin, c'était impensable d'avoir un dessin animé qui était 90% sombre et qui se passe de nuit, avec des instruments, enfin une bande originale avec des instruments, etc. Et ils l'ont fait parce que, enfin, oui, c'est un peu waouh et tout ça, mais c'est aussi parce que ils ont voulu le meilleur et que, pareil, moi je suis très sensible à ça et peut-être que des fois je me fais avoir, mais je me dis, ils avaient l'air d'être une équipe et de se kiffer. Alors évidemment, ils peuvent pas tous se kiffer, mais le document montre ça, le documentaire montre ça, et moi j'achète ça. Tu vois ce que je veux dire ? De ce côté,
on a créé quelque chose ensemble, quoi. Je trouve qu'il y a un tout petit moment où ils effleurent le potentiel, la bombe à retardement que peut être une équipe de créatifs dans le même endroit sous pression, où ils sous-entendent qu'il y a des tensions. Enfin, je sais pas. À un moment, ils disent que Dini, il est parti et qu'il est revenu. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Et c'est genre, ouais, c'était pas. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair en fait, on comprend pas bien pourquoi. Mais... Par contre, à un moment, il y a un gars, je sais plus son nom, un gars assez vieux maintenant qui était dégarni, qui est auteur aussi sur la série, et qui dit il dit ouais, Paul Dini, il est arrivé, il a commencé à écrire le premier truc sur Mr. Freeze. Ouais. Et il dit, et là, c'était génial. Et après, il parle à la caméra, et il dit, et après, il a écrit plein d'autres histoires super. Et là, il y a un blanc, et tu vois le mec, putain, mais t'es dégoûté en fait, mon gars, c'est juste que Paul Dini est meilleur que toi. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, des fois le montage était un peu particulier. Mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé que. Et peut-être qu'effectivement, c'est calibré comme ça pour te dire, oui, c'est une épopée et tout. Vu que de c'est toute un façon. bonus de Blu-ray, tu vois, ils sont pas là pour dire. Oui, que... voilà, mais vu que de toute façon, le produit fini, c'est un chef-d'œuvre, après, c'est discutable, mais voilà, bah en fait, tout ce qu'ils vont te montrer. Moi j'y crois parce que je me dis bah oui c'est normal, c'est le meilleur dessin animé, donc je comprends que vous ayez fait tout ça, tu vois. Donc moi je marche, enfin c'est un truc de fan de toute façon, mais j'ai appris des trucs, donc je trouve ça assez stylé. Et vu tu vois la qualité du mixage son, j'étais vraiment choqué en fait quand j'ai vu que j'étais sur la chaîne officielle de Warner Bros et que c'était un bonus de DVD et pas un truc de fan. Je croyais vraiment que c'était un truc de fan. Ah ouais, non vraiment c'est dégueu. Moi je sais pas, ça m'a pas. Bah, tu vois. Elle est mal réglée ta télé. Oui, ça doit être ça. Mais non, donc oui, vas-y Lulu, tu voulais dire un truc? Non, Bon, bah je m'en bats les couilles, écoutez, je m'en fous. Non, mais c'est vrai que c'est informatif. Moi, ça dit beaucoup de choses sur l'état de la télévision américaine à ce moment-là, sur le pouvoir des censeurs hein, c'est là que j'ai grillé qui ne sont pas une sororité avec 100 personnes. Oh non, mais tu vois, le pouvoir de la Parent Teacher Association, donc, qui est une association de parents d'élèves, qui a énormément de pouvoir et depuis très très longtemps aux États-Unis et qui a un groupe de pression qui va même donc, jusqu'au Congrès américain. Et, ils en parlent à un moment, ouais. Et de cette division chez Warner, la BSNP, la Broadcast Standards and Practices, avec la dame qui est c'est le carré blond là, qui est un peu sèche. Qui devait quand même composer avec des normes très strictes alors, d'ailleurs, c'est pas très bien expliqué comment ils sont arrivés à représenter des bagarres et des guns. C'est un petit peu l'opération du Saint-Esprit, mais... Ouais, en fait, à un moment, ils disent quand même qu'ils utilisaient énormément de techniques de contre-champ, enfin de hors-champ, surtout, et que il y a beaucoup de suggestions. Oui. Qu'en fait, finalement, en temps d'image, il se passe pas de trucs super violents. Par exemple, les coups de feu, ils partent hors-champ. C'est beaucoup des réactions. Ouais, tu vois, c'est les réactions des personnages face à... Mais quand même, il y a un pas énorme qui a été fait entre... on se demande avec Super Friends si un personnage qui s'appelle Darkseid, ce serait quand même pas trop dark et que ce serait un peu effrayant pour les enfants, à quand même un personnage qui est trauma, qui a perdu ses parents, le personnage de Mr. Freeze qui est aussi pareil. La cible est légèrement différente quand même déjà, entre Super Friends et... oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on a ce côté on a réussi, mais effectivement tu sais pas toujours pourquoi. Mais ça, il en reste que c'est très intéressant. Après, au-delà du côté on vous raconte comment on a fait l'impossible, il y a artistiquement, je trouve qu'il y a plein de trucs trop bien. Enfin, moi j'ai fait des captures alors ça se trouve dans Google Images, hein. J'ai fait des captures quand ils montent les planches, ce qu'ils appellent Batman Attitude. Genre une main ça doit être comme ça, la cape elle doit bouger comme ça s'il fait ça. Ouais, c'est très, tous les très trucs, beau. Je trouve ça taré. Enfin, moi qui dessine, j'ai trouvé que c'était une mine d'or, mais je pense que tu peux. Graphique porn de ouf quand ils montrent les décors, les concept art de Eric Radomski sur du papier. Qui sont essentiellement relégués au générique de fin. Mais non, mais c'est pas vrai du tout. Mais écoute, Adrien, tu l'as regardé avec ils disent qu'ils dessinent sur du papier noir et tout ça. Non. Mais non, justement, ils montrent. Il fait trop chaud. Justement, il montre enfin moi j'ai trouvé ça très très beau et ça montre c'est con mais simplement le talent de ces gens et les références qu'ils avaient, enfin que c'est très marqué années 40, que c'est des hommages à Fritz Lang, au Metropolis, ça des choses que j'avais ressenties mais que je n'avais pas vraiment verbalisées et bon, bah, moi je me suis mis qu'il fallait que je regarde Citizen Kane que j'ai jamais vu parce qu'ils en parlent beaucoup dans le Honte à moi. Non, c'est cool. Franchement, je pense que déjà acheter le coffret Blu-ray de Batman c'est une bonne chose. Moi je vais commencer par m'acheter un lecteur Blu-ray.
Oh, bah aujourd'hui, c'est tout dématérialisé, Lucie. Tu peux achète-toi Internet. Non mais voilà, acheter le Blu-ray c'est cool, s'il y a le bonus dedans c'est trop bien, et le fait que ce soit gratos sur YouTube, bah, si ça permet à des gens qui ne l'ont pas vu comme moi ou comme Lucie ou comme toi de le voir, c'est trop bien. Et si ça permet à des jeunes lecteurs et lectrices du comics ou des jeunes téléspectatrices de dessins animés de merde qu'il y a aujourd'hui à la télé, oui je suis un vieux con, de se dire putain mais il y a un chef-d'œuvre, j'étais même pas né, vas-y je suis chaud, et là tu regardes tout. Ça, c'est bien. Mais surtout que là, des images d'illustration qui remettent un petit peu de temps en temps dans le comic, dans le documentaire, il y a quand même des vrais beaux moments d'animation, quoi. Tu vois, il y a des trucs, enfin, pour avoir revu certains épisodes il y a pas très longtemps. Oui, il y a du remplissage un peu des fois. Il y a un peu des plans un peu cracra, mais quand même il y a des moments, il y a des plans vraiment ambitieux, quoi. Et puis il y a un truc qu'ils disent à un moment, c'est qu'au-delà de toute la prouesse de réunir tout ce qu'on a dit déjà là, il y avait ce côté, on va raconter des trucs qui sont pas que des trucs d'action et de super-héros. À un moment ils mettent l'extrait de l'actrice qui est restée un enfant là. T'as pas vu toi? Oui. Où il y a un moment il y a une actrice qui ne grandit pas et en fait elle est traumatisée, et enfin cet épisode moi il m'avait fait chialer, et là j'ai revu l'extrait, j'ai fait ah putain c'est chaud. En fait il y avait des sujets où même à un moment ils disent qu'ils ont, c'est pas juste des super vilains, ils racontent quelque chose. Mr. Freeze il raconte sa femme, Double Face il raconte que le fait qu'il s'est défiguré ça le traumatise. C'est pas juste une galerie de méchants. Oui, mais tout comme Batman, c'est pas le cliché justement de Superman où c'est un héros un peu vide. C'est un héros avec un passé. Non, c'est top. Ouais. C'est trop bien. Non, puis oui. Pour rebondir juste sur ton histoire de Baby Doll, là, effectivement, c'est le moment où il raconte que il s'était donné la liberté de ne pas faire de happy end, ou de trucs victorieux. En fait, c'est-à-dire que c'est toujours un peu qui est très dessin animé pour enfants, justement, le gentil gagne à la fin. Voilà. Enfin, Batman, il enferme un méchant, mais le méchant d'un autre côté, il souffre. En fait, il souffre, quoi. Donc c'est fort. Ouais, non, mais c'est trop. Si vous n'avez jamais vu cette ça série, ne fait que renforcer effectivement l'envie de voir et revoir. Donc on recommande. Oui, bien sûr, on recommande absolument. Je recommande. Je sais pas s'il y a un ordre, mais matez la série. Ça spoil pas spécialement le documentaire, mais du coup, plongez directement dans la série. Oh oui. Mettre ça en dessert. Eh bien, dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous dire que c'est la fin de cette émission. Oh là là. Oh là là. T'es presque dans le rythme. Ouais, bah j'ai pas de retour. Alors on remercie très fort et en premier lieu Mathilde qui a dû s'échapper, qui est venue nous partager son aventure, ses premiers pas de traduction de romans graphiques, d'art séquentiel, et c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment on fait ces métiers-là. Petit peu la cuisine. Exactement. Et c'était cool d'avoir son avis sur les lectures également. Et sur la boulangerie. Et c'était intéressant de savoir vraiment quel est son avis sur la boulange. Lulu, merci beaucoup. Écoute, de rien, c'était un vrai plaisir. C'était un grand plaisir. On a chaud un peu dans le studio. Ah bon, ça va. Mais on y est bien. On a chaud livré. Laquelle de Lulu? Comment? On a le chaud. point d'interrogation de Metal Gear. On a chaud con guacamole. Oui, c'est ça. Mais c'est des blagues mexicaines, écoute. Et Lulu, oui. Si on a envie de te faire un bisou sur Internet, comment on fait? Un bisou sur Internet. Eh ben, écoute, rejoignez-nous sur le Discord. Yes. Si vous n'avez pas le lien encore, poquez l'un d'entre nous. Pokémon. C'est lui. Sortez-moi d'ici. Je n'en peux plus. Je vais boire le gel hydroalcoolique. J'avoue que j'ai soif et je le vois. Moi, j'ai envie de faire plouch tout le temps. Non, la texture, elle est pas rafraîchissante. Et puis, sur Twitter, un petit peu plus, j'aime bien. J'aime bien Twitter. C'est une bonne bio Twitter, j'aime bien. Très bien. Benjamin. C'est moi, c'est toujours moi, je n'ai pas changé depuis le début. Merci également. J'ai déjà changé, bon écoutez, c'est avec supplication. Oui. Du coup, toi, où est-ce qu'on te retrouve? Écoutez, je suis sur Internet également, je suis muni de la DSL. Ce n'est pas une blague, je n'ai pas la fibre, c'est une longue histoire. Je vous raconterai dans le mess. Ouais. Écoutez, si vous me cherchez, je suis sur Twitter un petit peu. Je vais sur le Discord quand j'ai pas trop de travail, ce qui n'est pas le cas.
On peut me retrouver, du coup tu l'as dit, Comité 18 a été enregistré avec brio d'ailleurs. J'étais assez content, on n'était pas trop rouillé, c'est ce qu'on s'est dit à la fin de l'enregistrement, Ouais, même si grave. évidemment t'as encore 1 milliard d'heures de montage, Ouais. mais c'est le but de Comité. Écoutez, si on est dans la pub, je peux vous parler d'un petit jeu d'enquête qui porte le nom de Sous-Scellé, de jeu, je me vends, qu'on a créé avec Zéphiriel, que vous connaissez déjà, et avec Chloé, que vous connaissez peut-être dans le podcast Commute. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les podcasts. C'est un jeu d'enquête que vous recevez chez vous tous les mois dans une petite boîte mystérieuse. Il faut résoudre les enquêtes. Ça s'appelle Sous-Scellé, comme Sous-Scellé, quoi. Voilà. Et j'en parle parce que du coup, quand je dis je suis sur le Discord quand j'ai pas de travail, en fait, quand j'ai du travail, c'est majoritairement Sous-Scellé. ça. Voilà. Et il y a beaucoup de travail qui va dans la conception de ces boîtes. C'est J'espère. très riche. Oh, il c'est y a- gentil. c'est C'est gentil. incroyable. C'est impressionnant. Ouais. Écoutez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vos retours. Et puis sinon, oui, Internet, la rigolade, tout ça. Tout ça. On se retrouve, nous, dans 2 semaines pour la 147 qui devrait donc sortir aux alentours du 17 juillet, le lendemain de mon anniversaire, je dis ça comme ça. Voilà. Ça sera l'occasion pour nous de parler de comics. Pour une fois. Dans cette émission, voilà. Enfin, on va vous parler de comics. D'ici là, portez-vous bien. Est-ce que nous, on a un micro-bonus là après un Oui, peu, là bien sûr. Allez. Toujours dans mon escarcelle. Allez. Sur ce, je monte le volume. Je dois tout raconter du coup. Je monte le volume et je vous fais des bisous. Au revoir. Bisous. Des bisous, lisez des comics. Prenez soin de vous. Aussi, mais d'abord des comics. Massez-vous les cuisses. Je sais pas, écoute, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux gens. Se masser les cuisses, ça fait toujours beaucoup de bien. Ouais, Pas c'est vrai. désagréable. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais il fait chaud quand même.